j'ai réalisé mon rêve d'informaticien, quoi. J'ai atteint le seuil suprême venant d'où je viens et tout ça. Ouais. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse en fait. Il y a celui qui veut être tranquille, c'est-à-dire entre guillemets tranquille, qui croit à une entreprise. Je peux me raconter, mais je pense que c'est l'un des meilleurs médias en ligne aujourd'hui au Cameroun, quoi, qui fait totalement disruptif, quoi. Un podcast toutes les semaines au Cameroun, ça n'existe pas. Ouais. Là, quand tu es dans l'investissement, ici, au pays, je me dis, tes journées sont très longues. Ouais. Comment tu fais? Moi, je pense qu'à terme, il y aura moins de... Les gens ne sauront plus coder. On va sortir des programmes plus rapidement, mais on ne saura plus coder. Globalement, je pense que pour la tech, pour les gars qui font des produits, qui développent des trucs, c'est quand même un avantage, quoi. D'accord. C'est un avantage, mais c'est juste qu'on va perdre un peu de maîtrise, quoi. C'est un prix. Bon, Hervé, merci De rien. de venir dire bonjour à Chilo.tech. Je te dis merci parce qu'on a eu du mal à caler ça. Ah ouais, c'est clair. Parce que toi, tu es très, très, très te pris, quoi. Et puis, c'est vrai que tu m'as dit au départ que tu voulais pas sortir face caméra. Ah ouais. Tu voulais faire l'audio, c'est bien. Et puis, en tout cas, on revenait parce que tu as ton podcast aussi là que j'aime bien écouter, là, quoi. Si je te demande de te présenter, parce qu'il faut bien commencer par savoir qui tu es, ce que tu fais. Ouais. Tu dis quoi dans ces cas-là? Aujourd'hui, je me définis d'abord comme un papa. Donc, je vais dire que je suis un père Content? Heureux? de deux filles, ouais. Je crois que quand tu as 2 enfants, c'est une nouvelle expérience, mais c'est trop bien. Ouais. Donc, je me définis comme d'abord papa. Mon père. Prends juste ton micro, tu mets un peu plus de près de toi quand même. Ok, ouais. J'ai pas l'habitude en vidéo, ouais, c'est moi, c'est plus. Donc, ouais, je me définis d'abord comme un papa un papa. Donc, j'ai 2 magnifiques petites filles. Ah oui, c'est top. An. Et ensuite, je me définirais comme un chef d'entreprise. Ensuite, comme un ingénieur en informatique, un geek. Et enfin, comme un écrivain. Ta façon de te présenter, ça m'intéresse parce que moi, sur ma chaîne, je parle d'abord d'informatique. Ouais. L'objectif, c'est de montrer. Moi, j'ai fait 2 choses, grosso modo. Moi, je fais des tutos sur Java que je maîtrise très bien. Ouais. Sur tout ce qui est full stack aussi, que je suis plutôt à l'aise dedans. Tout ce qui est DevOps, en fait. En gros, tout ce qui est toute l'informatique. Ouais. Mais toi, tu commences ta présentation par d'abord papa, Ouais. ensuite chef d'entreprise, Ouais. après informatique derrière. Ouais. Pourquoi d'abord papa, Bah, parce qu'aujourd'hui, c'est. Quoi, ça rythme ta vie, ça... C'est ce qui rythme ma vie aujourd'hui, c'est ce qui me motive aujourd'hui. Ce qui te réveille le matin. Ouais, et surtout, en fait, c'est ça la vie, en fait. Ouais. Aujourd'hui, informatique, je vais dire au stade où j'en suis, j'ai tout. En tout cas, j'ai réalisé mon rêve d'informaticien, quoi. J'ai atteint le seuil suprême venant d'où je viens et tout ça. Ouais. Donc, les projets sur lesquels j'ai travaillé. Donc, je peux dire que j'ai tout vu, en fait, dans l'informatique. Mhm. Je continue à le faire, donc je vois encore, mais il n'y a plus rien de nouveau pour moi dans l'informatique. Mais C'est quoi, à un moment donné, ça devient de la répétition pour toi? pas de la répétition, mais je sais comment faire pour arriver au bout des projets. Ouais. Donc je me défie pas. Par contre, le fait d'être père, c'est quelque chose qui me rend... Ouais, c'est une expérience que je me redécouvre en fait. Donc c'est ça qui... Ouais, je me redécouvre. Donc le fait d'avoir des petits enfants... Après, il n'y a pas l'école des pères. Il n'y a pas l'école des Il n'y a pères. pas l'école des pères. Donc c'est ouais, pour ça que moi je ouais, dis, ouais. voilà, c'est... Aujourd'hui, peut-être dans 10 ans, ça va être autre chose. Ouais. Mais aujourd'hui, je me définis d'abord comme un papa. D'accord. Voilà, en priorité. Donc c'est pour dire que si il y a 2 choses à faire. S'il y a un projet important à faire, s'il y a ma fille à faire, je vais d'abord aller m'occuper de ma fille, quoi. Ouais, c'est bien, ouais. Tu passes à haute voix, mais bon, c'est bien. Il y a 4 axes que tu as donnés là qui m'intéressent bien. Grosso modo, le père, Ouais, le chef d'entreprise, l'informaticien et l'écrivain. ouais. Moi, je vais prendre Il y a le fan de tennis aussi. le fan de tennis, voilà. Ça aussi, on va parler. Et le grand voyageur aussi. Que, tu vois souvent. Dans une certaine époque, ça c'est un peu moins, mais oui. Ouais, d'accord. Là, je veux qu'on repasse d'abord plutôt dans l'informatique d'abord. Ouais. Parce que c'est la base de tout ça, j'imagine. Ah, bien sûr, bien sûr. Tout ça part d'abord de là. Parce que tu as tes causes encore pour être. Oui, bien sûr. Pourquoi comment tu es arrivé dans l'informatique? Alors, moi. Tu mets le pourquoi, le comment, tu prends le sens qui t'a. Oui, je comprends tout à fait. Alors, moi, j'arrive dans l'informatique, je pense que ça doit être. Enfin, j'ai 13-14 ans. Donc, je crois que je suis en 4e ou 3e. Et mon père, un jour, il débarque avec un gros Pentium. Pentium 2.
Je crois que Pentium 3. Pentium Je sais 3. plus, Pentium 2 ou Pentium 3. Avec une grosse tour, avec Voilà, un gros une écran. grosse- Là. Voilà, avec le gros écran, un petit clavier, tout ça, il nous met ça à la maison. Il y a plein de lumière avec c'était Windows 95, je crois. Windows 95 ou 98, bon, je sais plus exactement. Et là, je me dis, mais c'est quoi ce truc? Parce qu'en plus, il n'y a pas le contexte internet, tout ça. Donc, moi, tu sais, j'avais peut-être furtivement vu ça dans les films, mais bon. Donc là, il nous ramène ça à la maison avec. Tu connais les disquettes encore à l'époque. Exactement, les disquettes et tout, on se copiait les fichiers et Tu as tout. coupé les fichiers pour ça. Voilà, et là, c'est parti, quoi. Essentiel pour faire du Word, du Excel. Ouais, du d'abord. Word, Excel, voilà. Et là, c'est parti. Donc, c'est là où je genre dans l'informatique. Et tu en fais quoi en fait? Et je n'ai jamais quitté. Et tu en fais quoi avec? Bah, mais le premier usage que j'ai fait de l'informatique, les premières choses, il y avait un logiciel là, ça s'appelle comment là? Il y a un logiciel qui était comme Google, mais sans internet. C'est quoi? J'oublie le nom en fait, bon, ça va peut-être me revenir. En Ouais. gros, tu tapais tout ce que tu veux, il te répondait. Ah d'accord, je vois un peu. Ouais. Donc, Ok. et c'était assez impressionnant quoi. Donc, je passais des heures dessus à poser des questions et tout. Et avec mon niveau de petit jeune de 4e, 3e qui n'a pas une grosse culture, le robot en face, il me répondait à toutes mes questions. J'étais bluffé par ça. Donc, c'était un soft qui avait été installé. Et ensuite, l'autre usage, c'était TapTouche. Je sais pas si tu connais. C'est un logiciel que mon père avait aussi installé pour faire de la datilo. Donc, je passais dessus. Donc d'ailleurs, petite anecdote, j'ai tellement utilisé TapTouche que quand j'ai commencé, après le bac, quand j'étais en prépa ou en licence, tout ça, il y a une question, on m'a demandé, vous savez faire quoi de l'informatique? Moi j'ai dit, je sais taper sans regarder sans le clavier. sans regarder le truc, quoi. Bon bref. Donc c'est comme ça que j'entre dans l'informatique, j'ai jamais quitté quoi. Ouais. Donc après j'ai tout fait, donc j'ai fait mes premiers programmes, mes premières musiques, enfin, plein de trucs quoi. Quand tu regardes certains, ils te disent en fait que quand ils ont eu l'ordinateur après, ils ont commencé à penser à vendre des sites internet aux gens, des choses comme ça. Non, pour moi c'était trop. C'était un game en fait. Pour moi c'était trop loin à ce stade-là parce que j'ai pas vraiment la notion de. Je sais ce que c'était qu'un site internet parce qu'il fallait dans les cyber. Moi, le premier programme que j'ai fait, puisque j'ai fait là, moi je devais être en seconde ou en première. Ouais. Et c'est un truc tout simple, c'était un fichier, un point .bat que j'avais fait qui permettait en fait de copier la musique de la session de ma sœur vers ma session. Ah oui, d'accord. Donc ma sœur est tout le temps, enfin, on avait des sessions chez nous et tout. Ouais. Et ma sœur tout le temps ramenait de la musique et tout. À chaque fois qu'elle se connectait et tout, elle avait de la bonne musique, mais on pouvait pas suivre à ça. Je lui dis mais comment est-ce qu'on peut faire pour avoir sa musique? Donc j'avais créé un petit programme en fait qui allait récupérer ce truc qu'elle mettait chez moi. Et un jour, au lieu de faire du copy, j'ai fait du move. Et je me suis dit, ah, c'est super rapide maintenant. Trop content, mon programme, j'avais gagné, je l'avais perfectionné. Mais du coup, ta soeur est plus contente après. Voilà, je l'avais perfectionné fois 10, fois 20 en termes de perf et tout. Et un jour, ma soeur se connecte et me dit, mais où sont passées toutes les musiques là? Il se passe quoi? Elles ont disparu. Et moi, je dis, ah non, je sais pas. Mais après, j'ai recorrigé le truc et tout. Mon programme, je l'ai réadapté et tout. Bon, bref. Et là, tu étais encore au Cameroun quand tu faisais ça? Ouais, j'étais au Cameroun. Là, j'étais en. 4e, tu as dit? Là, non, c'est pas fait mon problème, j'ai fait vers seconde, ouais. Mais la seconde que tu as fait. Ouais, ton seconde. truc. Et donc là, tu fais seconde, terminale. Et à la fin, tu te dis, j'ai pas assez vu l'informatique, il faut que je rentre dans l'informatique encore après. Ouais, non, moi, je savais qu'en gros, en troisième, je savais que j'allais être ingénieur. Ah, tu savais déjà quoi? En troisième. Ouais, parce que mon père, quand même, m'a poussé pour que je sois. Ma mère, quand même, un peu poussé. Et moi, j'aimais ça aussi. Ouais. Donc, je savais que j'allais être ingénieur. Donc, mon père, mes parents m'ont. Ça devait être médecin ou ingénieur. Et moi, j'ai choisi vite ingénieur parce que le sang, je supporte pas le sang jusqu'aujourd'hui. Donc, même attraper une petite mouche, c'est ma femme qui s'en occupe de ça. Donc, j'ai compris tout de suite. Donc, je me suis dit, non, ingénieur, c'est bien. Et donc, ouais, moi, en troisième, je savais que j'allais être ingénieur. Maintenant, ingénieur dans quoi? Il y avait le choix de l'architecture, mais je ne suis pas un très bon dessinateur. Il y avait la méca, mais je savais qu'il n'y avait pas trop de perspectives. Il restait l'informatique qui me passionnait énormément, quoi. Donc, en seconde, troisième, je savais que j'allais être informaticien. Donc, j'ai même dit ça à mes collègues quand j'étais en train de... Comment ce sera informatique? Ouais, ce sera informatique. Tu vois ce que tu dis là, c'est impressionnant. Je ne sais pas si c'est impressionnant, mais bon. Moi, je ne savais pas encore en seconde ou terminale ce que j'allais faire. Moi, je sais que je n'étais pas mauvais en maths, mais je me voyais plutôt faire les mathématiques quelque part, quoi. Ouais. Mais l'informatique, limite, je ne voyais pas trop. Je ne voyais pas trop quand je devais faire un tel Informatique, ah ouais, ok. Moi, si tu veux, l'informatique, en fait, moi, je voyais ça un peu comme... comment dire, quand j'allais chez des amis, je voyais les ordinateurs. Ouais. Moi, j'étais toujours impressionné par de voir l'ordinateur chez les gens, tu vois. Et comme moi, je ne me projette jamais sur les choses des gens, là, je me disais, bon, ça, c'est pas mon affaire, en fait, à moi. Ouais, moi, je restais juste sur mes maths, là, où je me battais plutôt pas mauvais, quoi. Ouais. Pas exceptionnel, mais pas mauvais non plus. Donc, je savais que j'allais trouver mon bon couloir dans lequel j'étais là, et puis je restais dedans, quoi.
Ouais. Et donc, rapidement, comme ça, que tu saches déjà ce que tu voulais faire au Ouais, Cameroun, je savais que j'allais être en troisième seconde, j'allais être dans l'informatique. là. Ouais, carrément. Dans l'informatique télécom, j'allais être dans la tech en fait. Mm. Et je t'ai aussi encouragé parce que j'étais trop fan de la série Stargate. Là. Ouais. Donc, Où il y avait la pointe des étoiles, ouais, des trucs comme ça. Quand j'étais en 6ème, Daniel Jackson c'était ma star et tout. Et plus tard, il a été remplacé par l'analyste de Jack Bauer, là j'oublie son prénom. Je crois que c'était Audrey, je sais plus. Audrey, la fille, là, c'est ça qui était dans Jack Bauer. Dans Jack Bauer, il avait son analyste là et tout qui débloquait tout ça. Ouais, je vois, ouais. Donc plus tard, j'ai dit je vais faire ce métier là et tout, voilà. Et c'est un peu ça que je voulais. Donc ouais, moi je savais très vite ce que j'allais faire. Mais du coup, quand tu as ton bac, tu as choisi de faire informatique où? Ouais, je suis allé faire informatique. Où ça? Dans quelle école? Moi j'ai fait justement quand j'ai fait donc en terminale là, moi je suis arrivé en terminale, il fallait faire les concours et tout. Donc il y avait deux possibilités, donc soit aller à l'étranger là, donc soit venir continuer en France, soit trouver une alternative un peu en Afrique, au Cameroun et tout, je pouvais faire informatique. Donc ma mère, enfin j'étais trop jeune pour mes parents pour aller en Europe. J'avais fait quand même quelques concours, hein. J'avais fait un concours ça s'appelle comment là? Polytech? Non, pas Polytech, enfin avant Polytech, moi je peux te parler de ça. Donc j'avais fait un concours à Yaoundé là, le gros lycée privé là, le collège. l'IAI? Non, le collège d'abord. Quoi? La retraite? Vogt? Vogt, voilà. C'est que Vogt, souvent, comme ils sont en partenariat avec des trucs, Ouais. donc il y avait des écoles qui souvent pouvaient venir faire des concours et tout, Oui, pour intégrer les prépas européennes et tout ça. Donc moi, j'avais fait l'un de ces concours-là. Après, il y avait les oraux, mais j'ai pas continué parce que je savais que ça allait pas te le faire parce que ma mère n'était pas motivée ou j'étais trop jeune et tout ça. Donc il fallait donc trouver une alternative en local pour faire ça. Donc il y avait moi. L'IAI, ça me bottait pas trop. Donc il y avait l'IAI qui faisait, mais je sais pas pourquoi. Ça avait une réputation qui collait pas trop à ce que je voulais faire. l'IAI, c'est Institut africain d'informatique en fait. C'est ça. C'est grosso modo l'école de la sous-région C'est ça. qui fait informatique en fait. Exact. Ouais. Polytechnique, pareil, ça me bottait pas trop parce qu'ils n'étaient pas trop reconnus dans l'informatique. C'était plus dans la méca, le génie civil et tout que Polytechnique, ça avait du sens. Mais aujourd'hui, ça a changé quand même. Ouais. Oui, ça a un peu changé, mais à notre moi, je faisais le bac, c'était connu que non, Polytechnique n'est pas très bon dans l'informatique. Il n'y avait pas de matériel. Et surtout, j'avais fait les portes ouvertes et tout. Donc, il y a une école donc, qui s'appelait l'USMT. Je crois qu'elle n'existe plus. Donc, qui proposait un circuit prépa intégré orienté informatique. C'est une école sénégalaise. Ouais. Donc, ça faisait 2 ans qu'ils étaient au Cameroun et tout. Ouais. Donc, ils étaient venus comme ça faire des portes ouvertes un jour dans notre. Enfin, un jour, on était en école et il y a des anciens étudiants qui sont venus, dont des élèves sont venus nous dire qu'il y aura les portes ouvertes dans notre école et tout, qui vient d'ouvrir dans tel endroit. Et moi, ça m'a attiré, quoi. Donc, ils m'ont parlé qu'ils ont fait de l'informatique, on fait ça et ça. J'ai pris le flyer, j'ai noté ça et tout ça. Donc, mes autres camarades, ça ne les intéressait pas et tout. Donc, ils ont mis en plus les bus à disposition. Donc, le jour là, moi, je suis parti tout seul, j'ai laissé ma bande de potes. J'avais dit quand ils vont dire que ça ne les intéressait pas. Donc, je suis allé là-bas et j'ai été impressionné. Donc, déjà, les gars, ils étaient bien habillés, donc costard, cravate. Et je les vois là en train de coder des trucs. Ils me montrent les logiciels qu'ils ont fait. Ils me montrent tous les programmes qu'ils ont fait en live et tout. Je me suis dit, oh, c'est trop bien. Je vois la salle qui est super bien équipée. Donc, ils avaient c'était impressionnant. Ça m'avait impressionné en tout cas. Je vois plein d'ordinateurs. Je vois les gars qui sont sérieux. Ils discutent sur des projets. Donc, c'est une journée porte ouverte. Donc, ils surjouent aussi le truc. Mais c'est quand même arrêté. Et là, j'ai dit, je rentre à ma mère. Je rentre à mes pleurs. J'ai dit, j'ai trouvé mon école. Je sais que je vais faire le concours de cette école-là. C'était sur concours. C'est concours en plus, ouais. Ouais, c'était sur concours. Donc j'ai dit à ma mère que moi, c'est cette école-là que je vais faire. Les autres, ne m'inscrivez pas, ça sert à rien en fait. Et ma mère m'a dit, mais si tu fais comment en fait? Tu peux pas avoir. J'ai dit, moi je sais que c'est cette école-là que je vais faire, que tu vas voir. Donc je suis rentré, j'ai dit à mes potes et tout que moi je vais faire ça et tout. Et ils voulaient tous faire Polytechnique et tout. Mes potes Après Polytech, c'est prestigieux quand même quand tu Oui, c'était prestigieux, mais bon après ça dépend de chacun. Moi c'était pas mon objectif. Et surtout quand je voyais des polytechniciens que je connais moi, parce qu'il y a des polytechniciens dans ma famille. C'était plus dans le génie civil, la méca et tout. Et moi, franchement, dès tout jeune, je savais que c'était l'informatique qui m'intéressait et tout. Et même, j'ai mes 2 ans de polytechnicien m'avaient dit, mon informatique à Polytech, c'est pas quelque chose voilà, arrive à quoi. Voilà, donc il y avait cette école-là, c'était le matching parfait. Donc je me suis inscrit au concours et tout, j'ai réussi le concours et voilà, c'est comme ça que c'est parti. T'as fait combien de temps là-bas? J'ai fait 3 ans, dans 2 ans et demi, 3 ans. Et tu te formais sur quoi? Donc c'était de l'informatique, de l'électronique, de la maths, de mathématiques, physique, mais tout ce qui est électromagnétisme, tout, parce qu'on faisait aussi un peu un parcours télécom, et beaucoup d'algèbre, voilà, ce genre de trucs là, les 2 premières années. La dernière année c'était plus d'informatique. Et ouais, moi j'ai kiffé quoi.
Il paraît que tu suis bon en foot, que tu es bon footeur. Tu joues bien. J'ai plus de ligament aujourd'hui. Mais J'ai payé le prix. pourquoi tu es pas resté dans le foot? Parce que ça payait bien aussi. Bon, en fait, le foot, tu sais, moi j'ai. Si tu n'as pas le soutien de tes. Je pense que si tu n'as pas le soutien de tes parents, de ta famille, dans une activité, ça ne sert à rien. Donc moi j'ai compris très tôt. Qui ont financé pour toi. Ou même t'encourager, quoi. Tu vois, moi je jouais bien au foot, c'est vrai, quand j'avais 12, 13, 14 ans. Mes parents sont jamais venus me voir jouer. Quoi. Ah ouais. Voilà. Et Parce mon que père, pour eux, il c'était pas a viable. toujours été clair. Il a dit, écoute, le foot c'est bien, tu t'amuses, c'est bien, il faut faire du sport. Mais tu ne deviendras pas footballeur, tu ne feras pas, tu vois. Ouais. Et mon père était très pragmatique là-dessus, parce qu'il m'a dit, les statistiques dans le footballeur, il y en a 0,00% qui réussissent. Et partant d'Afrique, que tu divises ça par 100 encore, tu vois. Donc il a été très pragmatique là-dessus, mis à part le fait que tu peux te blesser, ça s'arrête et tout. Donc il m'a laissé faire du foot, donc je joue aussi au foot pendant très 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 longtemps. Mais je savais que c'était pas quelque chose qui. C'est pas pour toi quoi. C'était pas quelque chose que j'allais percer dessus, quoi. Donc ça m'a permis de créer un bon réseau. Ça m'a bien aidé le foot, ouais. J'ai joué pendant longtemps, mais je peux plus jouer aussi parce que j'ai plus de ligaments. Et ça me manque un peu, mais ouais, je jouais bien au foot. Mais quand tu n'as plus de ligaments, ça veut dire quoi tu as plus de ligaments? C'est-à-dire que moi j'avais un style de jeu où je driblais beaucoup, changement de rythme et tout. Donc aujourd'hui, je m'étais blessé, quoi. Donc j'ai le croisé antérieur qui s'était un peu fissuré. Ouais. Et j'ai pas voulu me faire opérer en fait. Ah oui, d'accord. Donc du coup. Et tu t'es blessé au Cameroun ou bien ici? Non, c'était ici en fait. Ici, hein? Ouais, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, quand j'ai passé la trentaine. Ah, ouais, d'accord. C'est là j'ai fatidique. Et donc voilà, aujourd'hui je peux faire d'autres sports, mais le foot c'est un peu plus compliqué pour moi. Ah ouais, d'accord, je vois. Mais oui, je jouais bien. Mais à quel moment tu arrives ici alors? Du moins en France, à quel moment tu arrives en France? J'arrive en France, donc quand je finis mon école là. Tu finis avec quoi, une licence? Ouais, c'est une licence qui donnait, donc il y a un bac. Ouais, c'est une licence qui donne, parce que tu fais des prépas, après tu as la possibilité d'avoir une licence. Ouais. Donc oui, moi j'arrive après cette période-là en fait que j'arrive en France. J'avais le choix, donc il y a la possibilité dans cette école-là, ce qui était bien, c'était facile les démarches en fait. Donc il y avait des partenaires d'école en France, un peu partout. Donc j'ai la possibilité soit d'aller au Sénégal, soit d'aller en Afrique du Nord, soit de venir en Europe. En Europe, ouais. Et bon, moi comme j'avais un peu de la famille là, j'avais ma soeur et mon oncle, j'ai préféré venir en France. Quoi. Ouais, d'accord. Et, ouais. Et donc tu es arrivé en France à Rennes, c'est ça? Non, pas Rennes. Tu es arrivé où toi? Je suis arrivé dans l'est de la France, à Metz. À Metz, c'est ça, ouais. Ouais. Il faisait froid ou pas? Ouais. Parce que En plus, c'était l'année où l'hiver était tellement rude et tout. Parce que là tu es proche de l'Allemagne ou des pays qui sont l'Allemagne très, très froids et tout ça quoi. Et ce que je faisais de l'embarquer. Ouais. Donc je faisais de l'embarquer. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, les débouchés, c'est dans l'aéronautique, c'est dans l'automobile, tout ça. Donc j'ai fait aussi un peu là-dedans. Mais sauf qu'il y avait un problème, donc je ne pourrais plus continuer là-dedans. Pourquoi c'était réglementé, c'est quoi? Parce qu'en fait, quand tu es étranger, parce que j'étais étranger, c'est compliqué quoi, parce que c'est souvent des secteurs un peu. Secteur lié à la défense, des trucs comme ça. Donc j'ai dû rebasculer assez rapidement, parce que je fais aussi informatique, j'avais un parcours généraliste dans l'informatique. Donc j'ai fait 1 an à Metz et après j'ai préféré choisir une école d'ingénieur classique. C'est vraiment informatique, réseau, système, dev, tout ça. Mais là, ce que tu dis là, c'est intéressant, parce que ça veut dire que si un étranger vient en France, il ferait mieux de ne pas regarder l'embarquer peut-être? Bah, il peut faire s'il veut, mais moi, je sais, quand tu es dans une promo, en disant on n'était pas nombreux, c'était très sélectif. Ouais. Honnêtement, c'était vraiment très sélectif, quoi. Donc, ils ne prenaient pas n'importe qui. Ouais. Ouais, parce que l'embarquer, c'est on était 12 dans la promo. Ouais. Dans la promo, il y avait 12, dans la moitié, c'était des Français. Ouais. Enfin, il y avait 8 Français, il y avait 4 étrangers. Dans les 4 étrangers, il y avait un Asiatique, il y avait un Africain du Sud, moi, il y avait un Africain du Nord. Et il devait avoir un mec qui était de l'Europe du Nord, quoi. Voilà. Ouais. Donc c'était assez pointu le truc. Donc quand tu te retrouves que au bout de deux mois, en fait, tout le monde a des stages. Et pas toi? Et que vous vous retrouvez, vous les deux Africains, à ne pas trouver de stage et tout. Et des fois les réponses c'est que en fait, voilà, tu peux avoir l'entretien, on te demande ta nationalité, comment ça se passe, tu comprends en fait très rapidement qu'en fait le secteur il est bouché. Sachant que quand tu vois que oui, parce que ça peut se comprendre en fait, parce que dans l'aéronautique, moi ça me choque, ça m'a pas vraiment spécialement choqué. J'ai quand même réussi à trouver un stage là-dedans, chez Renault. Donc j'ai travaillé sur la Renault Mégane, enfin Renault Capture pendant l'époque, c'était encore un concept car. Donc moi j'ai fait mon stage chez Renault,
je travaillais dans l'embarqué dessus. Ça marche très bien. Mais il n'y a pas eu de débouché. Je savais que voilà, ça allait pas, même entre guillemets, mon cadreur m'avait fait comprendre que c'était compliqué, quoi. Et ce qui est tout à fait normal, c'est des projets et tout. Donc moi j'ai recyclé. Pourtant j'aimais bien l'embarqué. Donc c'était tout ce qui est VHDL, tout ça. Voilà. Donc, Et là, tu te dis, il n'y a pas de débouché. Tu shifts en fait, tu pivotes. ouais, et aussi. Comme quoi, il faut être à même de se réinventer. Ouais, je savais que ça allait être compliqué. Voilà. Et aussi, je voyais des gens qui avaient fait cette filière-là. Au final, enfin des étrangers qui avaient fait, je connaissais deux qui avaient fait cette filière-là. Au final, ils se retrouvent en entreprise à faire de l'informatique générale après avoir perdu plusieurs années. Donc moi, et en plus, j'ai eu du mal un peu du pays dans l'Est, donc je l'ai quitté aussi. Ah oui. Ça joue aussi. Ouais. Et ouais, j'ai shifté, je savais. Et en plus, je voulais revenir à mon premier amour qui était de devenir. J'oublie son prénom, ça allait être Audrey Chloé de Jack Bauer, quoi. Donc, à gérer les serveurs et tout. Débloquer les problèmes. Ah ouais, d'accord. Donc, du coup, j'ai suis venu à Rennes, à l'école d'ingénieur de Rennes. Tout ça. Pour faire quoi cette fois-là? C'était informatique, système réseau. Voilà, encore une idée aussi. Et du coup, là, tu vis à Rennes, tu passes combien de temps à Rennes dans ta formation? 1 an, 2 ans? Je fais 2 ans et demi, ouais. 2 ans et demi? Ouais. Et là, tu sors avec quoi? Un master, ingénieur? Ouais, Ingénieur en quoi alors? Du coup, en réseau, du coup, pour le coup, quoi? Non, en fait, c'est ce qui est bien aussi avec cette école. Moi, j'ai choisi cette école aussi, j'avais beaucoup aimé. C'est informatique générale. Moi, je me définis comme un informaticien. D'accord. Donc, moi, je fais tout, en fait, comme on dit. Je fais de l'infra, du dev. Enfin, moi, je suis informaticien. D'ailleurs, je comprends pas les jeunes qui aujourd'hui se spécialisent. Moi, je fais que du front. Je fais pas du Linux, je fais pas de. Non, moi, je touche à tout. Parce que moi, je suis informaticien et moi, je suis généraliste, quoi. Après, il y a des gens qui te disent ce que tu dis là, c'est bien, mais si tu es trop généraliste, en gros, tu es bon nulle part, quelque part, ou alors quand tu es spécialiste, tu es bon quelque part. En fait, ce qui rend bon, c'est quoi? Je te prends un exemple là. Toi, par exemple, tu peux dire que tu as été formé. Je te prends un exemple. Hein. Tu as fait une école d'informatique, spécialité dev Java. Vous avez bombardé que du Java. Tu sors de là, tu vas travailler sur un projet où tu fais du C#. Quelqu'un qui a fait généraliste, il va tomber sur un projet où il fait que du Java. Je pense que qui sera meilleur au plus de 2 ans sur du Java. C'est celui qui fait ça tous les jours. Tous les jours, quoi. Ouais, tous les jours. Il sera meilleur que toi. Ouais. Donc moi, je pense que ce qui rend bon, en fait, c'est la répétition et c'est le fait d'être là au quotidien. Et surtout, et par contre, d'être généraliste, ça te permet de mieux comprendre certains concepts, quoi. Ah oui, c'est sûr que quand tu es généraliste, tu vois mieux les choses. Tu as une capacité à apprendre, apprendre un peu plus rapidement les choses et tu n'as pas peur de l'inconnu. Oui, bien sûr. Parce que je vois plein de gens qui sont spécialisés dans un domaine et quand tu vas le mettre sur un autre truc, son cerveau se bloque en fait, voilà, les neurones ne fonctionnent plus et tout. Et ouais, moi je ouais. Donc là, tu finis tes études. Et quand tu finis tes études, donc, comme tout le monde, tu passes en stage. Ouais. Et chez qui tu as fait ton stage? Où? Dans quelle boîte? Chez Atos. Atos Rennes. Atos Rennes, ouais. Et c'était sur quoi ton sujet de stage? Parce que là tu viens, je demande ça parce que toi, tu viens de, grosso modo, de tout ce qui est embarqué que tu n'aimais plus. Que tu n'aimais plus, c'est que tu as dû abandonner parce qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités derrière, on va dire ça comme ça. Et tu rentres dans l'informatique générale. Ouais, un peu. Et tu te retrouves chez Atos. Souvent, c'est que les sujets de stage, ça dépend un peu de l'encadrement de l'équipe dans laquelle tu rentres, quoi. C'est pas tout figé, quoi, j'ai envie de dire. Et en plus, c'est drôle parce que là, j'ai mangé avec mon encadreur de stage il y a pas aujourd'hui et tout à midi. Donc, bah oui, j'entre chez Atos. Donc, ils avaient fait une session en fait de job. C'est des job dating. C'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, on était venus, on était plusieurs, ils présentaient les postes, en fait, les missions qu'il y avait. Et ensuite, où on disait lesquels nous intéressaient. Et après ça, après les choix faits, on se retrouvait dans une salle avec que le responsable de ce truc-là, dont on était 3-4. Ouais. Et lui, après, il faisait un choix, pas tout de suite, hein, il nous répondait plus tard. Donc moi, j'ai fait l'entretien chez Atos, quoi. Et ça s'est bien passé. Donc moi, je travaillais sur l'ordonnanceur. Donc je commençais avec l'ordonnancement et du dev. Donc c'est-à-dire qu'ils m'ont fait, quand il m'a fait venir, en fait, ils avaient un besoin d'automatiser pas mal de choses et surtout d'avoir des applications qui allaient leur permettre d'être plus rapides dans leur process et délivrer plus rapidement. D'accord. Donc il y avait plein d'outils, ils concevaient les ordonnanceurs, ils les mettaient en production, mais derrière il y avait tout un outillage qui devait faire, par exemple visualiser les ordonnanceurs,
pouvoir avoir des traitements qui les généraient des docs, des trucs qu'ils faisaient un peu manuellement, quoi. Ouais, Voilà. ouais, je vois un peu. Et mon boss là, bon, il voulait automatiser tout ça, sauf que ces gens qu'il avait qui n'étaient pas trop ils étaient plus spécialisés dans l'ordonnanceur. Donc il avait besoin d'un stagiaire un peu qui savait coder et qui pouvait aussi comprendre l'infra et pouvoir mettre en place dans l'ordonnanceur. Donc j'ai travaillé dessus, j'ai automatisé pas mal de choses. D'ailleurs mon code source tourne toujours chez eux. On a encore parlé de ça. Je dis, oh, mais ça fait plus de 15 ans déjà. Vous avez encore ça? Ils m'ont dit ouais, il tourne encore. Donc oui, je les ai aidés à faire cette partie-là. Donc je développais pas mal de choses, c'était avec du Python principalement. Ouais, donc j'ai bouffé pas mal de Python chez eux. Et ensuite il y a toute la partie Linux, ordonnanceur, base de données, tout ça que je touche aussi un peu. Ah, d'accord. Tu es resté chez eux combien de temps, toi? 2 ans et demi. 2 ans et demi? Ouais, 2 ans et demi, 3 ans, ouais, chez Atos. Pourquoi tu es parti? Bah, pourquoi je suis parti Bonne question, en fait. Pourquoi je suis parti d'Atos? Tu l'as gagné plus d'argent, c'est tout. Non, c'est même pas spécialement ça. Non, en plus, je te dis, c'est même pas spécialement pour ça que je suis parti. Non, il y a eu, ouais, c'est ça. Ouais. Bon, parce que moi, je suis parfois un peu. Après, c'est l'éducation que j'ai eu de mon père et tout. Je suis quelqu'un de. Quand tu promets quelque chose, il faut le faire. Ouais. Voilà, et moi j'essaie de faire la même chose avec mes fils. Si je promets quelque chose, il faut que je le fasse, quoi. Ouais. Donc quand tu es en début d'entretien, en début d'année, on te dit voilà tes objectifs, si tu as ça, tu auras telle chose. C'est pas forcément de l'argent, mais c'est juste que voilà. Donc je m'étais braqué avec le RH sur certains points. Ouais. Qui n'ont pas été respectés. Et mon manager que j'ai mangé avec qui j'ai mangé, il a tout fait et tout, il avait validé plusieurs trucs sur lesquels il était OK. Bah, ça a jamais voulu et pour même pas 1000 € l'année, je suis parti d'Atos, quoi. Sur un malentendu parce qu'il y a un braquage avec le RH et tout. Après, dans les entreprises de services numériques, il y a souvent cette rigidité pour rester dans les cases. C'était pas la rigidité. En fait, c'est qui m'a dérangé, c'était pas la rigidité en fait, parce que c'était pas comme si il y avait des 2-3 ans d'expérience comme moi qui avaient ce que je demandais bien plus qu'en plus. Ouais. Et je demandais pas énormément. C'était des trucs de base, quoi. T'es même pas. Pour mon manager, il m'avait dit c'est normal, il n'y a rien de. Il avait validé ça en fait. Ouais. Voilà. Mais je sais pas pourquoi avec le RH, ça avait bloqué et moi ça m'a braqué. À partir de là, il y a eu le lien de confiance qui s'est cassé. J'ai dit à mon manager que je pense que je suis plus en odeur, enfin j'ai plus la tête trop à Atos et tout. Donc par contre, ce qu'il a fait, je l'en remercie vraiment, c'est que comme il a vu que j'étais plus trop, il m'a dit écoute ce qu'on va faire, je vais te faire d'autres missions ailleurs, le temps que plus trouver ailleurs. Bon, il n'a pas formulé comme ça, je ne vais pas dire. Mais du coup, il m'a permis à ce moment-là parce que j'étais plus d'abord en centre de compétences, je travaillais plus pour la Poste, j'avais 2-3 clients avec qui je travaillais. Il m'a permis d'aller faire d'autres projets ailleurs, quoi. Donc je suis monté, je travaillais chez Veolia, j'ai travaillé chez d'autres clients à Paris et tout ça. Pendant cette période, je savais que j'allais partir, quoi. Donc pendant 6-7 mois. Donc j'étais plus à Paris et tout. Et après, j'ai trouvé une autre boîte, je suis parti, quoi. Et là, tu es reparti en CDI encore après? Oui, je suis parti en CDI, donc les Gabriel Lafayette sont venus vers moi en fait. Ouais. Donc il y a un chasseur de tête des Galeries Lafayette qui m'a contacté un jour, qui m'a dit bon, Fegal, j'ai vu ton parcours et tout ça. On recherche un profil touche à tout comme toi, pouvait nous aider à résoudre quelques petits problèmes et tout. Donc c'était un chasseur de tête recruteur donc qui positionnait les gens en CDI, quoi. Donc moi, en fait, il te recrute pas pour lui-même, mais il est là. Voilà, il positionne ailleurs. Ouais. Non, même pas me positionner, c'est que en gros, les gars, il a fait l'ont démarché pour lui dire que nous on a besoin d'un interne avec tel profil, tel truc et tout. Et sachant qu'ils n'arrivaient pas à trouver et tout, donc il m'a contacté. J'ai dit ouais, pourquoi pas. Il m'a dit par contre attention et j'arrive pas à trouver la bonne personne et tout. Ils refusent tout le monde que j'envoie. Et moi je lui ai dit comme ça de manière oh t'inquiète pas. Ça va passer. Ouais, enfin, je lui ai dit ça comme ça, ouais, t'inquiète pas. Et en plus, donc pour moi, en temps, j'entendais Gary Lafayette, ça me faisait rêver et tout. Ça n'a pas fait rêver qui. Donc dire que tu as une possibilité d'entrer aux galeries, de faire un énorme gap sur ton salaire, presque plus 15K. Ouais, plus 15K et tout. C'était pas ça qui me motivait, mais moi, c'était surtout les galeries et tout. Donc ils me font venir à Paris. Le nom derrière, quoi. Ouais, ils me font venir à Paris, ils payent mon train. Au déplacement, tout, j'arrive et tout, je vois les bureaux, je vois les ambiances, je me dis oh purée, incroyable quoi. Donc je passe des entretiens, ça se passe super bien et tout. Et après, ils m'ont dit que c'était bon, donc j'ai dit à tous que c'est bon, je partais quoi. Ouais, d'accord. Et tu es resté chez eux combien de temps là, aux galeries là-bas?
Aux galeries, à peu près 3 ans aussi, ouais, comme Comme Atos 3 ans. C'est quoi la différence entre le boulot que tu faisais chez Atos? C'est vrai que chez Atos, tu travailles pour des clients Ouais, un peu en mode mission, quoi. ouais. C'est ça. Et galerie, tu étais l'enfant de la maison, quoi. Quelqu'un de la maison qui faisait ça. C'est quoi la différence entre bosser chez ce qu'on appelle une ESN, entreprise service numérique, et bosser chez un client final? Bon, après, il y a client final et client final quand même. Parce que les galeries, quand même, en France, quand même, à Paris, c'est quand même une super boîte, quoi. Tu vois, en termes d'image et tout, tu vois, moi, on avait une carte là, je crois, on avait 60% de réduction sur les produits Galeries Lafayette. Tous les produits. Ouais, tous les produits. Ouais. Tous les 2 ans, on avait des méga soldes à moins de 90%, 99, 70%. Pour les employés. Pour les employés, que pour les employés, certains produits. Ouais. En plus, le cadre, il est génial. Régulièrement, tu avais des petits fours et tout. Quand tu es invité, un ami vient te voir, tu dis ouais, viens au Galeries Sonne là et tout. Il te fait attendre et tout. On le fait attendre dans une super salle et tout. Tu descends et tout. On te voit dire ah, tu travailles là et tout. J'avoue quand même, en termes d'image, de prestige, c'est quand même quelque chose qui. Ouais, moi, j'ai une bonne boîte quand même. Enfin, en termes de trucs, voilà, ils sont plutôt cohérents aussi sur les grilles de salaire. C'est vraiment pas mal. Et ce que moi, je faisais là-bas, donc ils m'ont fait venir. Pour travailler sur les sites de e-commerce. D'accord. Donc c'est une période où la plupart des e-commerçants là prenaient le virage, ceux qui étaient en retard, hein, ils prenaient le virage du e-commerce, quoi. Donc des commerçants. Donc ça avait déjà été enclenché, donc il y avait une accélération là-dedans dans le e-commerce. C'était avant qu'Amazon ne devienne ce que c'est, quoi. Donc je crois qu'ils résistent bien quand même, mais bon. Donc moi je travaillais sur la partie e-commerce. Donc il y avait des sites de e-commerce qu'ils avaient racheté, plein de petits sites de e-commerce. Donc moi il y avait leur site mère, Lafayette.com. Ils avaient d'autres petits sites satellites, donc par exemple 1001 listes pour les listes de mariage, listes de cadeaux. Il y avait d'autres sites aussi qu'ils avaient. Donc moi, ils m'ont fait venir pour travailler sur dans un premier temps, remettre d'équerre l'infrastructure de ces sites de e-commerce là. Parce que quand tu rachètes des boîtes, ils n'ont pas forcément gardé Ils ont pris quelques personnes de ces DSI là. Donc imagine, tu rachètes une boîte, il y avait peut-être 4 tech, tu vas garder que un. Et les 3 autres, tu les fais partie, donc tu rachètes comme ça et tout. Donc il fallait renforcer un peu cette équipe-là pour. C'est quoi le but de racheter des boîtes? C'est quoi? C'est de la croissance, externe, quoi. Ouais. C'est ce que. Il t'apporte un truc que tu n'as pas. Et ça permet, toi, derrière aussi pour l'entreprise, plutôt que de payer cet argent-là aux impôts, tu rachètes une boîte, tu grossis et tout. Ils font tout ça en fait. Donc, d'accord. c'est de la croissance externe, quoi. À ne pas qu'on fasse la croissance organique. Ouais. Donc, ouais, moi je suis entré là, je travaillais sur des sites de e-commerce. Donc, je travaillais sur 1001 listes, GaëlLafayette.com. Donc, j'étais sysadmin sur ça. Donc, je fais principalement du Linux, quoi, sur cette partie-là. Et c'était très, 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 très intense. Donc, je parle aujourd'hui, je rigole, mais c'était, ouais. La pression assez forte, quoi. Surtout la période des soldes. Je n'oublierai jamais les soldes. Ah oui. Donc moi, je faisais, en plus, dans cette période-là, je faisais aussi des astreintes. Et c'était des astreintes, c'était pas des astreintes confort comme tu peux avoir dans cette émission. C'était des astreintes où, quand tu as une semaine d'astreinte, tu sais qu'on va t'appeler. La question, c'est à quelle on va t'appeler. On va t'appeler. Ouais, d'accord. Donc si tu es d'astreinte 7 jours, on va t'appeler au moins 3-4 fois, quoi. Ah oui. Et parfois une, dont je me souviens, avec ma femme, on vivait à Poissy et tout. Donc elle en avait marre, quoi. Elle avait son boulot qui était aussi dur et tout. Et moi, tous les matins à 2 heures. Un coup 2 heures, un coup de truc. Et en plus, on avait comme un petit salon, une petite chambre et tout. Ouais. Donc, tu pouvais même pas fuir, quoi. Donc, il y a des astreintes tout le temps parce que telle base de données est tombée, tel flux, tel truc. Voilà. Donc, c'était quand même une usine à gaz technique. Parce qu'en fait, le problème dans cette boîte-là qu'il peut avoir, c'est que comme la tech, c'est pas le métier cœur. Ouais. Donc, c'est pas le truc qui avance le plus. Ouais, c'est pas la tech, c'est pas le métier, que c'est c'est comme ils disent, c'est un centre de coûts, comme ils disent, quoi. Ouais. Voilà. Donc, il y a des budgets qui sont souvent assez serrés. Donc, et donc, ce qui fait que le DSI, quand on le nomme tout, lui, le métier, il s'en fout de savoir qu'en gros, que tu dis par exemple que tu vas changer tout ton parc refait. Ils ne voient pas ça en fait. Eux, ce qui les intéresse, c'est la vision métier. Ouais. Donc, si tu leur dis par exemple, si le DSI dit par exemple, ou bien le responsable du e-commerce va dire que bon, pendant 2-3 mois, on va pas faire de nouvelles features pour votre site de e-commerce parce qu'on va être focus sur la partie infra, on va remettre notre... Ils vont dire mais non, ça va pas, c'est pas possible, quoi. Donc ce qui fait qu'il y a de la dette technique qui s'accumule et tout, et cette dette technique là, on finit par la payer parce que avec des applications qui ont des effets de bord, un truc qui marche bien en intégration sur tous les environnements quand tu arrives en production parce que ça marche plus et tout, et toi tu dois débugger ça. Ouais. Donc moi c'est ce que je faisais, quoi. Donc principalement sur du Linux. Ouais. Et c'était très 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 intense, quoi. Très intense, mais par contre très formateur. Ouais. Donc là, j'ai vraiment fait je suis devenu très bon en Linux là-dessus, quoi, sur cette mission-là.
là, tu as commencé par dire que tu pouvais tout faire en informatique. Ouais. Mais là, chez la Galerie Lafayette, tu as fait du sysadmin. En gros, tu t'occupais des serveurs. Non, je faisais aussi du dev. Du dev aussi. Je faisais aussi du dev parce qu'en fait, il y avait un petit site là. On avait des petits sites, satellites en fait qui tournaient là. Donc quand les Galeries Lafayette rachètent le site, ils gardent peut-être qu'une personne. Mais pour les Galeries Lafayette qui rachètent, ils vont te dire qu'ils ont gardé un techos. Eux, ils font pas la différence que le techos, ça c'était peut-être que le dev, c'était que du truc. En général, ils gardaient, comme le DS, il lui connaît, il disait qu'il lui préférait garder que, par exemple, le gars qui gérait les serveurs et tout. Ouais. Mais le dev, il les gardait pas. Ou bien les devs, ils voulaient partir, quoi. Tu vois. Donc, ce qui fait qu'il y a des projets, par exemple, sur Mille et une listes, où il n'y avait pas de dev. Donc, toi, tu débarques là, le métier ne comprend rien. Moi, j'étais en plus en direct avec le métier. Donc, c'est ce qui est bien aussi avec, par exemple, sur tes petits sites là. Moi, j'étais en direct avec la responsable, quoi. D'ailleurs, c'était Marie Connard, elle est maintenant à Rennes et tout. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc, quand elle te dit qu'il y a un problème sur mon truc ne marche pas, tu vas pas lui dire que c'est pas mon souci, c'est pas le dev, sachant qu'il n'y a pas de dev sur ce truc-là. Les devs, ils sont sur galerielafayette.com où ils font du Java. Et là, tu es sur un site qu'on a racheté qui fait du PHP et tout. Donc, il faut trouver une solution. Donc, dès que et surtout, tu as besoin de faire tes preuves, quoi. Donc, moi, j'arrive et tout, on me dit, il y a un problème comme ça. Tu essaies de dire que mais c'est un problème de dev, c'est pas lié à l'infra ou je sais pas quoi là. Ton manager te dit mais t'es informaticien ou t'es quoi et le métier va pas donc tu te mets et tout ça. Donc j'ai fait pendant longtemps du PHP, du Java et tout un peu Il t'a dit prends le clavier et puis tu résous. Il fallait résoudre les problèmes en fait. Donc c'est une vision très pragmatique de la chose mais qui pouvait être très stressant tout. Donc il fallait résoudre des problèmes mais à un moment donné ça a quand même changé parce que vers la fin il y a eu un changement de DSI. Enfin, de directeur du e-commerce, quoi. Pas DSI, parce qu'il y avait la grosse DSI, il y avait le directeur vraiment du e-commerce, la partie e-commerce. Et lui, il venait d'un environnement où c'était un peu plus bien cloisonné et tout. Ouais. Et là, il a fait venir il avait externalisé les devs, il m'a dit non, toi, tu vas plus faire ça. Je veux plus de toi dans la partie infra parce qu'on a plus de problématiques sur l'infra. Le temps que tu perds à faire des devs, tout ça, je veux plus que tu fasses ça. Donc, bref. Mais oui, j'ai fait aussi du dev là-dedans, quoi. Mais du coup, là, tu as fait plus d'infra que du dev, toi. Ouais, moi en entreprise, j'ai toujours fait de l'infra. Mais par contre, j'ai jamais arrêté de dev à côté des petits projets. Et du coup, c'est quoi, d'après toi, la bonne qualité pour quelqu'un qui veut faire de l'infra? Si quelqu'un veut faire de l'infra, il faut qu'il ait tu donnes 3 points là, d'attention, là. Ce serait quoi pour toi? Moi, je dis il faut être dans un environnement merdique où rien ne marche et tu dois tout résoudre. Là, tu vas faire de l'infra. T'as pas le choix. Parce qu'en fait, le problème, c'est que c'est dur de simuler les problèmes, en fait. Quand tu fais de l'infra, ouais. Voilà, c'est ça. En fait, l'infra, c'est un peu le pompier, en fait. C'est ça, c'est dur de simuler. Pour moi, tu n'apprends pas ça en école, en fait. Ouais. Tu n'apprends pas ça en école. Il faut qu'on te mette dans une équipe de production où tu dois gérer ces problèmes-là, en fait. On te dit, c'est ça. Et c'est là que tu vas apprendre, quoi, tu vois. C'est dur, moi, je sais pas comment dire. C'est dur de... on a bien beau t'apprendre les tables de routage... les NAT gateway, tout ce que tu veux dans l'infra, mais quand il y a un problème réellement et tout ça, il va falloir maintenant que tu comprennes, tu analyses, tu mets tout ça en corrélation, quoi, tu vois. Ouais. Tu vois, que ça s'appelle donc et ça c'est l'expérience en fait. Il faut que tu aies ces problèmes-là. Par exemple, si tu as appris du réseau à l'école et que tu n'as jamais été confronté à un problème réseau et que c'est toi qui es le lead du truc, c'est compliqué en fait, tu vois. Moi je trouve. Après, aujourd'hui c'est un peu simplifié, c'est ce qu'on appelle le cloud et tout. Voilà. On entre moins de bas niveau, quoi, parce qu'avec tout ce qui est cluster, serverless et tout ça, voilà, il y a de moins en moins de personnes qui touchent le système. Parce qu'aujourd'hui, c'est les mastodontes, là, Amazon, AWS, Azure. Si tu bosses pas chez eux, c'est dur de vraiment, à part si tu as tes petits serveurs et tout, que tu t'amuses et tout. Donc, moi, je voyais le cloud qui était en train de monter. Moi, entre-temps, comme j'essaie de... j'étais un peu moins maintenant, mais à cette époque, j'étais vraiment toujours à jour sur tout ce que... Bon, je voyais les Terraform qui sortaient, les Vagrant, le cloud, tout ça. Je dis, mais on fait pas tout ça chez nous. Ouais. Donc, j'ai pris la décision à un moment donné que j'allais partir, quoi. Ouais. Du coup, là, tu te lances directement dans AWS, quoi. Ouais. Tu savais que c'était AWS qu'il fallait faire et pas Azure et pas GCP, non? Ouais, non, parce que, en fait, à ce moment-là, moi, j'avais le CAC 40. Tout le CAC 40 était sur AWS. Ouais. CAC 40, c'est les freelances, c'est ça. Les freelances que j'avais, parce qu'il y a aussi pas mal de freelances aux galeries. Il me parlait pas mal d'AWS. Moi, j'avais fait quelques tests et tout. Donc, c'est ça qui avait le vent en poupe. Qui a le vent en poupe, même en France aujourd'hui. Azure commence un peu à rattraper. Mais on va dire qu'AWS avait 80% du part dans le cloud et tout. Et donc, je me suis dit, je vais faire du AWS. Donc, j'ai trouvé une boîte qui était prête. Bon, à ce moment-là, j'avais zéro expérience sur le cloud. Hein. Donc, ils sont basés sur le fait que j'avais une bonne expérience dans et tout. Et que les serveurs en premise. C'est ça. Et comme j'étais très un peu DevOps, je connaissais bien Git.
J'avais une démarche trop automatisation, donc ça les a arrangés et tout. J'avais continué à faire du dev. Et comme sur le cloud, il y a pas mal d'automatisation, de trucs et tout. Donc ils m'ont dit, ouais, on t'attend, quoi. Tu démissionnes, tu viens. Et après, tu viens bosser avec nous, quoi. Et là, c'est aussi là que je suis passé freelance, quoi, à ce moment-là. J'étais plus ça. Ouais. Donc là, tu dis, bon, là, le salariat, c'est fini. Je rentre en freelance. Ouais, et en plus, je rentre en freelance dans le cloud, en fait, que je connais pas. Ouais, mais au Galerie, tu sais, j'ai rencontré aussi, il y avait plein de freelance d'externes. Donc j'ai rencontré pas mal de gars qui étaient déjà freelance, qui avaient aussi une vision entrepreneuriale, business, investisseurs, qui étaient dans les cryptos et tout. Tu vois, moi, j'ai acheté du Bitcoin à cette époque-là, quand toute personne en parlait et tout. Bon, bref. Donc, on mangeait tout le temps avec. Enfin, c'est une bonne ambiance, quoi. Donc, c'est là où j'ai régulièrement discuté avec lui. Il me dit, mais toi, là, tu t'emmerdes là et tout. Passe freelance et tout. Tu es là, tu te casses la tête. Passe freelance, ça sera plus simple et tout. Il dit, mais moi, je fais comment après Et là, ils m'ont cassé toutes les notions que tu peux entendre là. Maintenant, il y a plein de podcasts et vulgarisés et tout. Tout ce que les avantages qu'il peut avoir un freelance et tout. Bon, ils m'ont bourré le crâne avec ça. Donc j'ai dit, ok, je vais passer freelance et tout. Et c'est comme ça que je suis passé freelance, quoi, voilà. Et tu trouves l'émission facilement d'ailleurs? J'avais trouvé déjà la mission. Et en plus, eux-mêmes, ils m'avaient dit, tu trouves pas, on te trouve la mission. Ouais. Mais par contre, on te prend on te paye 100 euros. 100 euros. On prend 100 euros ton truc. Il m'avait dit ça en rigolant, quelques-uns là. Ok. Mais du coup, là, tu rentres maintenant dans le cloud. Ouais. Est-ce que aujourd'hui, quasiment tout le monde parle de cloud, tout le monde va aller dans le cloud, tout le monde fait le cloud en fait, tu vois? Ouais. Ma question d'ailleurs, c'est est-ce qu'il faut commencer par le cloud directement, ou alors pour être à l'aise dans le cloud plus tard, il faut quand même commencer par faire du système, du serveur classique, quoi? Mais est-ce que tu as le choix en fait aujourd'hui? Bah, si tu as le choix. Quand tu es jeune diplômé, quand tu postules, on te prend, tu prends ce qu'il y a, quoi, quand tu es en sortie de stage. Oui, mais en fait, le problème, c'est. Est-ce que tu as le choix quand tu es demandeur? C'est ça la question. Moi, je te dirais le chemin classique. Après, je prêche peut-être pour ma paroisse. C'est d'avoir eu à mettre la main sale, quoi. Donc, avoir eu à débugger des problèmes, que ce soit sur Windows ou sur Linux, avoir codé un peu des trucs et tout ça. Je trouve que c'est le mieux. Et après, faire le cloud. Mais aujourd'hui, tu arrives dans une boîte, ils sont full cloud. Qu'est-ce que tu veux? Tu fais full cloud, quoi. Tu te mets là-dessus, quoi. Tu fais du Terraform, d'un petit bol. Le jour où il y a un problème, tu appelles l'hébergeur pour dire que son serveur ne marche pas. Tu sais pas ce qui va, voilà. Ça, c'est plutôt problème. Tu sais pas comment on fait un SSH avec une key. Tu dis à l'hébergeur qui couche comment est-ce que je me connecte au serveur là? Il t'envoie la commande SSH qui va bien et tout. Et voilà. Donc, aujourd'hui, moi, je te dirais l'idéal, c'est toujours mieux de multiplier l'expérience, quoi. Donc, d'avoir touché un peu, quoi. Tu vois. Mais du coup, là. Mais après, c'est pas une règle. C'est peut-être une limite, mais après, c'est pas une règle. Hein, donc, chacun son parcours. Donc, tu veux dire, en gros, en fonction des opportunités, tu n'as pas beaucoup de choix. Quand tu sors de l'école, tu n'as pas le choix. Moi, en fait, c'est les circonstances de la vie qui ont fait que moi, j'ai pu avoir ce parcours-là, qui m'a permis un peu de bidouiller. Voilà, mais aujourd'hui, en plus, c'est pas mal forcément de commencer direct dans le cloud. Hein. Il y a des notions de base que tu n'as pas. Oui, il y a des notions de base, c'est sûr. Si oui. Après, oui. Moi, je prends l'habitude de dire qu'il faut automatiser ce que tu maîtrises. Oui. Parce que si je commençais à automatiser, par exemple, je sais pas moi, la création des utilisateurs sur un serveur, et que tu sais pas déjà moi, je le vois aujourd'hui les jeux, parce que bon, je suis quand même un peu de bouteille, quoi. Donc moi, je vois aujourd'hui les jeunes qui ont fait que du cloud aujourd'hui. Ouais. Quand ils ont certains problèmes, ils s'emmerdent plus. Ils créent le support, ils créent un truc au support de l'hébergeur, qui va lui dire comment on fait ça. Donc, il va lui dire comment on remplit une zone DNS, c'est quoi les impacts, ils veulent préférer, ou bien comment on fait, comme je t'ai dit, un SSH sur un serveur, une base de données. Je vais me connecter à ma base de données avec des droits limités. Comment je fais? Il pose des questions au support, voilà, et le support. Après, c'est notre façon de travailler, quoi. Donc c'est limitant, c'est sûr. Mais la question, c'est de se dire, est-ce que tu as été confronté au cas où tu as besoin de faire ça? Je pense que les gens, quand ils ont vraiment la nécessité de travailler, on trouve toutes les solutions, tu vois. Mm-hmm. C'est parce qu'ils n'ont peut-être pas besoin. Si l'hébergeur dit en fait, moi je connais pas, débrouille-toi, peut-être qu'ils vont chercher, quoi. D'accord. Mais du coup, là, toi, tu dis en gros, si les gens vont dans le cloud et qu'ils ont le potentiel dans le cloud, il faut qu'ils y aillent ou pas du tout? Toi, tu conseilles aux gens de passer dans le cloud aujourd'hui ou bien de prendre un serveur? Quoi? Quand tu dis qui les gens, c'est qui déjà? Le patron d'une entreprise, le DSI ou bien le stagiaire? Parce que même le patron, quand il veut prendre, il demande à son informaticien qui connaît quelque part. Moi, je te dis, aujourd'hui, le cloud, ça a des gros avantages, surtout pour les startups, quoi. Quand tu vois tous les startups qui se lancent aujourd'hui en 3-4 jours, ils te sortent un SaaS, un produit, ils sont tous sur du cloud, quoi. Mais il y a beaucoup qui sont dans le cloud et qui sont revenus parce qu'ils n'ont pas maîtrisé les coûts. Oui, c'est pour ça qu'il faut à un moment donné,
il faut à un moment donné bien se former, quoi. Et ne pas juste faire. Dans les grosses boîtes, c'est le problème qu'il peut y avoir dans les grosses boîtes, en fait. Parce que comme ils ont tellement d'argent, le petit jeune qui commande là, il ne sait pas d'où vient l'argent, en fait. Il veut pas savoir. C'est magique, quoi. Il te crée des clusters avec des UMR et tout. Il se fait plaisir, quoi. Mais il ne sait pas d'où ça vient, tu vois. Ouais. Donc, moi, j'ai eu chez un de mes clients où j'ai travaillé, c'était une mission courte et tout. Donc, il m'appelle, moi, j'étais en vacances. Il m'appelle un jour, il me dit: Oh, Hervé Gaël et tout. Qu'est-ce qui se passe là? On a reçu une alerte là. Que la facture a été multipliée par 5 en 2-3 jours, quoi. Donc la facture du mois, ils avaient payé ça en 3, 4, 5 jours, quoi. Je dis, mais moi je suis en vacances, qu'est-ce que tu veux? Il me dit, non, s'il te plaît, il faut que tu regardes et tout ça, tu vois. Et là, j'investigue et tout, je vois qu'il y a des UMR qui ont été créés. Les UMR, c'est pour faire l'analyse. Ou bien, en gros, le gars, il y a un dev qui avait vu un code Terraform quelque part, des devs qui se disent DevOps. Donc il a vu un code Terraform quelque part sur le web, là. Il a copié-collé. Sans faire attention, changer le type d'instance, ne pas m'essayer. Donc, il a créé le truc et tout. Il a voulu faire son POC. Il n'a même pas pris la peine d'arrêter. Donc, le truc a tourné. Ça a explosé. Ça a fait ils ont payé, au lieu de payer... ils ont fait x10, x20. Quoi. La consommation du mois, ils l'ont payé x5, x10 en 3-4 jours. Quoi. Parce qu'il y a un code que le mec a copié-collé. Il n'a pas changé juste le type d'instance. Voilà. Il a lancé, il a dit, ça marche, mais il n'a jamais coupé. C'est ça qu'il dit, aller dans le cloud, c'est bien, mais si tu ne sais pas, en gros, si tu n'es pas bien formé sur tout ce qui est coût, en fait, ta facture risque de... Ah oui, c'est pour ça, moi, on pourra parler après de technique, si tu veux, mais ouais, il y a des stratégies. Par exemple, le truc d'alerting, là, c'est moi qui ai mis ça en place et tout. Ouais. C'est des trucs de base. Tu peux dire que toi, ton budget, c'est ça. Tu sais à peu près que, tous les mois, tu es à peu près à, je sais pas, à 1000 euros. Tu sais que 1000 euros... Donc ça remonte autour du mois, quoi. Donc autour du 5, tu dois être à 100 euros. Tu peux mettre des seuils, quoi. Dès que tu dépasses ces seuils-là, tu as des alertes et tu vas voir ce qui se passe. En fait, ça peut être des trucs de base comme ça. Tu peux mettre des scripts tout simples qui t'arrêtent tous les soirs ton environnement de dev ou qui les détruit, tu vois, ce genre de trucs et tout. Mais après, il faut connaître un peu, quoi. Mais après, tous ces hébergeurs-là, quand même, ils essaient de mettre ça en avant, quand même, quoi. Donc, de plus en plus. On peut pas les accuser de dire que... Qui ne prennent pas soin de ils font quand même de plus en plus de sensibilisation sur le fait que le coût, c'est important. Quoi. Okay. Et donc là, quand tu dis que aller dans le cloud, c'est l'avantage pour les startups, en fait, moi, j'ai envie de dire, si la startup est près de ses sous, c'est un peu... Non, mais ça peut avoir du sens quand tu veux tester rapidement un concept, un produit, voir si ça marche, quoi, tu vois. Bon, on pourra parler de ça. Tu sais, moi, je lance des SaaS tous les matins, tous les soirs. Un peu rapidement, c'est grâce à la puissance du cloud, quoi. T'as pas à aller dire... Parce que je t'ai dit, moi, je travaille dans le monde où on était avec l'on-prem. Par exemple, j'étais chez Ecritel. Pour avoir un serveur, il fallait passer par là, cap, tout ça. Le temps qu'ils te créent le truc, tu avais une semaine. Après, faire une ouverture de flux. Il fallait faire un truc, t'entends une semaine. Aujourd'hui, voilà... Ça, c'est des gros avantages qu'il y a sur le cloud, quoi, tu vois, que tu n'avais pas côté data center classique. Et c'est qui est normal parce qu'il faut tracer, tu vois, s'il y a un problème après, tu vois. Donc, Et donc là, tu pars dans le cloud. Maintenant, il y a aussi l'IA qui se coupe le cloud, en fait, pour faciliter. Tu disais tout à l'heure, quand quelqu'un a des questions, au lieu d'aller demander à l'hébergeur, il peut demander directement aussi à l'IA directement, quoi. Ouais. Comment toi, tu vois ce couple-là de l'IA et du cloud, en fait? Est-ce que c'est une menace ou bien c'est... un avantage pour les développeurs, ouais. Après, il y a deux choses. Moi, je pense qu'à terme, il y aura les gens ne sauront plus coder. Ouais. Moi, je dis quand je dis à terme, en fait, moi, je pense qu'un jeune qui apprend l'informatique aujourd'hui, les gens on va sortir des programmes plus rapidement, mais on ne saura plus coder. Quand je dis qu'on ne saura plus coder, les gens n'auront plus le réflexe de dire que tu parles ligne blanche, bloc-notes là. Tu écris tout. Tu codes ton truc là. Ça ne sera plus ça. Ouais. Ça, les gens, tu vas mettre n'importe qui, à part ceux qui ont la bouteille, ils ne pourront plus te coder sur du notepad comme les gens le faisaient et tout ça. Ouais, déjà, parce qu'aujourd'hui, dans les IDE, t'as copilote qui est là, tu fais des trucs et tout. Donc voilà. Par contre, on va pouvoir créer plus rapidement des applications. Ça, c'est sûr. On va résoudre les problèmes. Je pense que les problèmes, on va vite les résoudre. Mais les problèmes très pointus, où il faut de l'humain, il faut de trucs, ça va être plus compliqué à les résoudre. D'ailleurs, je les vois. Moi, j'ai des problèmes comme ça. Ou quand l'IA est coincée, ou quand l'IA t'envoie un truc qui ne marche pas, tout. Aller débugger, les gars ne savent plus faire ça. Ouais. C'est plus compliqué, quoi. Donc voilà. Mais globalement, je pense que pour la tech,
pour les gars qui font des produits, qui développent des trucs, c'est quand même un avantage, quoi. D'accord. C'est un avantage, mais c'est juste qu'on va perdre un peu de maîtrise, quoi. Voilà. C'est un prix, quoi. Ouais. Donc, ratio. Est-ce que tu veux tout maîtriser et prendre beaucoup de temps pour délivrer, ou tu acceptes de te dire que je maîtrise au moins, mais je délivre au plus rapidement. C'est chacun qui a fait ses choix derrière. C'est une balance, quoi. Voilà, Ouais. tu vois. Et donc là, toi qui dis que tu lances beaucoup de SaaS, là, Je lance beaucoup, entre guillemets, hein, faut pas. toi qui lances des SaaS, là, d'accord. J'ai envie de dire, est-ce que comme tu es dev, lancer un produit devient plus facile pour toi? Ou alors, ça te prend plus de temps pour trouver l'idée de ton produit en de le lancer en fait? Bah après, je lance des ça. Moi, en général, j'ai lancé, les produits que j'ai lancés en général, ça répondait à mes besoins à moi. À toi. À la base. Ouais. J'ai pas lancé comme ça. Tous les trucs que j'ai lancés. Tu as lancé quoi par exemple? Faut parler de Gisaline si tu veux. Oui, y a pas de problème. Ça, c'est le dernier que tu as lancé. Ça, c'est le dernier que j'ai lancé. Le dernier que tu as lancé, c'est Gisaline. Gisaline, ouais. Gisaline.fr, ouais. Gisaline.fr qui est un SaaS de gestion d'entreprise, mais pour les personnes qui sont en France, quoi. Voilà. D'accord. Donc ça fait tout. Tout C'est vraiment un logiciel tout en un pour gérer ton entreprise avec un seul point unique. Donc dans Gisaline, tu vas avoir ton devis, ta facture, le truc classique, mais tu vas pouvoir gérer tes contrats. Tu vas pouvoir gérer tes contrats avec des signatures électroniques, là, comme je l'ai dit. Tu vas pouvoir gérer tes prélèvements, donc émettre des mandats de prélèvement à tes clients et tout. Tu vas pouvoir écrire à tes clients, donc faire du CRM. Tu vas pouvoir avoir ta base de données clients-prospects. Tu vas pouvoir faire ta prospection, avoir tes flux qualifiés, tes prospects pour savoir où ils sont. Donc, tu as vraiment tout quoi, dans l'outil, quoi. Voilà. Du coup, par exemple, moi, si je veux créer mon entreprise aujourd'hui, est-ce que je peux le faire sur gisaline.fr? Bah, après, pas créer. Oui, maintenant, on est en train de négocier un partenariat avec un comptable qui va aussi faire la création. D'accord. Toi, l'idée, tu as créé ta boîte. Maintenant, tu veux pouvoir gérer ta boîte, avoir une vision, gérer ta boîte de manière financière, tes clients et tout. Bah, tu vas sur Gisaline, tu vas faire tout. D'accord. C'est qui ta cible pour Gisaline? Après, TPE, quoi. Donc, au moins 10 salariés. 10 salariés? Ouais, moins 10. Est-ce qu'il y a un chiffre d'affaires derrière ou... Non, moins de 10 salariés, quoi, voilà. Mais après, c'est un marché, c'est un secteur qui est très concurrentiel. Hein. On pourra en parler de ça, si tu veux, en détail. Ouais. Mais ouais, c'est très, très, très concurrentiel. Aller chercher les clients, c'est pas facile. Mais moi, je me dis, voilà, c'est pas... Mon objectif dans ce truc-là, c'était pas vraiment... Enfin, dans ce truc-là, dans ce SaaS-là, c'était pas forcément d'avoir 10 000 clients et tout. C'était déjà avoir, moi, un outil pour ma boîte qui va me permettre de gérer ma boîte de manière efficiente et de manière efficace, quoi. Sans perdre trop de temps. Mais du coup, et limiter mes coûts. Et là, quand tu vas lancer, moi je suis, quand toi tu lances Gisaline, pardon, est-ce que tu n'as pas peur que ça finisse en ERP au final? Un ERP, c'est un gros SaaS quoi, qui fait tout en fait au final. Bah après, c'est vraiment pour la gestion d'entreprise PME, TPE quoi. Donc je t'avoue que là, je suis en train de... Je pense qu'on a les trucs de base, quoi. Ouais. Parce qu'il y a des trucs qu'on a rajoutés, qu'on a enlevés. Enfin, ça bouge quand même. Bah, c'est la vie logiciel, ouais. Et tout ça. Donc moi, en tout cas, je t'ai dit, moi, je suis le premier client de ce logiciel-là. Donc moi, c'est les besoins que je peux avoir, que je trouve que là, c'est vraiment un pinpoint. J'en ai marre d'aller payer 10 000, je sais pas, tel truc pour ça. J'en ai marre de switch. Je veux pouvoir corréler telle information avec telle information. Bah, je le mets dans Gisaline et voilà, quoi. Ah, d'accord. Mais là, tu as créé Gisaline. Ouais. Ça, c'est ton côté entrepreneur maintenant qu'on est en train d'aborder là. Bah, si tu veux, apprendre à couper, c'est comme tu veux. Je ne vais pas couper que ton déroulé, mais ouais. Si tu veux. On a vu un peu le côté tech là, sauf si tu voulais rajouter quelque chose encore dessus ou... Quoi, sur la tech? Ouais. Tu veux que je dise quoi sur la tech? Est-ce que tout le monde doit devenir informaticien aujourd'hui? Est-ce que c'est un secteur qui est ouvert? Est-ce que c'est encore ouvert? Pas tout le monde, mais pas tout le monde non plus. Est-ce que c'est pas bouché déjà la tech en fait? Bouché dans quel sens? Est-ce qu'il y a encore des places? Bah, il y a des gens qui vont à la retraite, non? Les recruter. Oui, mais est-ce que... Et ça renouvelle ou bien les gars comme moi là... qui sont moins dans la tech, quoi. Qui à un moment donné, ils ont tout vu et ils veulent faire autre chose. Ouais. Bah, il y a toujours. Mais il y aura l'IA qui va te remplacer, d'après ce que tu dis. Bah, quand je dis pas que l'IA va te remplacer, moi, j'ai pas dit que l'IA va remplacer. Tu as presque dit que. J'ai dit que l'IA va permettre d'aller beaucoup plus vite avec une moindre maîtrise. Ouais. Mais on a toujours besoin de dev, quoi. T'as pas le choix. C'est sûr que même pour coder l'IA qui va répondre aux gens, on a besoin de dev. T'as toujours besoin de dev. Même pour l'IA qui va répondre aux questions. T'as toujours besoin de dev. Bien sûr. Moi, je vois pas comment, en tout cas, de notre vivant, on aura toujours besoin de dev. D'accord. Donc, moi, un jeune qui me dit veut faire littérature ou dev, je lui dis va faire le dev. Ouais. C'est la question. Non, mais c'est sûr que c'est pour la question. Moi, je pense que tout le monde doit apprendre à coder. Voilà. Ouais.
tout le monde doit apprendre à coder parce que, ouais, je pense que même si tu fais pas ton métier, tu peux apprendre à coder, voilà. Ouais. Mais du coup, là, quand tu dis que tout le monde doit apprendre à coder, ça veut dire qu'il faudrait qu'un commercial vienne apprendre à coder, par exemple. Ouais, pourquoi pas? Il gagne quoi? Quand tu dis, moi, c'est pas quand il est commercial qu'il doit apprendre à coder. C'est quand il est en école, avant d'être commercial, il doit apprendre à coder à ce moment-là. Parce qu'il peut se retrouver en train de vendre des produits. Voilà, comprends, dev, ouais. Et peut-être avoir aussi un peu plus de sensibilité, de tolérance vis-à-vis Des de ces développeurs. devs avec qui ils demandent tout le temps de réduire des délais, quoi, tu vois. Donc moi, je pense que ouais, tout le monde doit apprendre à coder. Pas quand tu es déjà commercial, au moins on doit inclure ça dans les projets. Autant l'anglais, c'est super important. Ouais, autant le code, c'est... Je pense que c'est aussi important que dans tous les programmes, dès la 4e, 5e, voilà, enfin 6e, on met un peu de dev, d'algo, de dev et tout. Mais de plus en plus, quand même, les pays occidentaux intègrent ça dans leur parcours. Donc, même si après tu veux aller faire code. littérature, c'est pas très grave, ou géographie, mais tu as un peu les notions en base, algorithmique et tout, je pense. Ouais, ça, c'est pas mal. Ouais. Et ça va aussi t'éviter de te faire arnaquer, parce que... Ouais. Donc, du coup, là, moi, c'est ton côté entrepreneur qui m'intéresse. Tu as créé Gisaline. Gisaline, ouais. Gisaline, pardon. Ouais. Gisaline. En fait, ma boîte, c'est HKTech, c'est pas Gisaline. Gisaline, c'est un spin-off de HKTech. En gros, toi, ta boîte s'appelle HKTech et HKTech crée des produits qu'on logiciels. En fait, logiciels qu'on C'est ça. Voilà. Donc, du coup, Pas que pour nous, on peut aussi faire pour des boîtes. en fait, vous faites quoi du coup chez HKTech alors? Allez, vas-y, tu diras ça mieux que moi. Parce que là, on est parti sur beaucoup de choses. HKTech. Bon, en fait, HKTech, c'est une entreprise technologique qui développe des logiciels et des applications pour des clients. Et on se charge de faire l'hébergement, la supervision de ces solutions-là, de nos solutions. Donc, nous, on développe un logiciel, on va s'occuper de son cycle de vie, quoi. En web app, bien sûr, en SaaS. Tu fais la prestation pour les clients. Quelqu'un a besoin d'un logiciel, Ouais. il te contacte. Il nous contacte, voilà, on va développer le truc et on va s'occuper de l'héberger, tout ça, voilà. Et c'est quand en mode web app SaaS, tu vois. Ouais, d'accord. Donc, si tu veux ton logiciel qui va installer sur ton Windows, comme dans les années 80-90, bah, on n'est pas fait pour toi. Ouais. Par contre, si tu veux ton application mobile, oui, là, on peut t'aider. On peut t'aider. Il y a un back-end que nous, on a hébergé. Et tout, voilà. Et ça, c'est une première chose. Et du coup, maintenant, à côté de ça, tu développes maintenant des solutions en SaaS que tu commercialises. Ouais, c'est ça, Ouais. notre spin-off. Ouais. Voilà. Et donc, parmi les logiciels que tu as développés, il y a Gisaline en fait. C'est ça, ouais. Voilà. Et Gisaline qui te permet donc de gérer en gros ton entreprise en fait de A à Z, comme on dit. C'est ça, exact. L'idée, c'est ça. Et tu as dit que toi, tu cherches des boîtes qui sont entre 10 et 15, entre 0 et 10 employés, à peu près. Après, Ça, oui, sur Gisaline, c'est ça, ouais. Je pense que ça correspond bien à ça. Ok. Ouais. Question donc, est-ce que c'est facile de trouver des clients? Non. Je vais te dire un truc qui va peut-être choquer. Enfin, je sais pas, ça va pas choquer. Mais vendre quelque chose, pour moi, enfin, de mon niveau, mais peut-être mon background, Ton expérience? Ouais. vendre est beaucoup plus dur que coder. Ah, bien sûr, ouais. Donc, réussir à convaincre quelqu'un et le vendre. Tu peux avoir un produit génial, Ouais. comme Gisaline, par exemple, mais si tu n'as pas la force de vente, c'est dur d'aller convaincre, quoi. Tu vois. Parce que déjà aussi, il y a la méfiance, les hommes. Déjà, premièrement, les gens n'aiment pas qu'on leur vende les trucs. Personne n'aime quand on leur vend un truc. Même quand tu achètes un truc, tu n'aimes pas. Ça fait toujours mal. Donc, c'est naturel. Donc, les gens n'aiment pas qu'on leur vende un truc. Il y a la méfiance. Oui. Deuxièmement, c'est qu'il y a aussi plein Arnaqueur. de personnes d'arnaqueurs. Et surtout, les gens sont plus en mode suiveur. C'est-à-dire, donc tu auras plus de chances de vendre quand tu auras 10 000 personnes plutôt que quand on a 10. Parce qu'on a une tendance à être suiveur, quoi. Les gens veulent faire comme un tel a recommandé, donc ça va être bien. Donc si à un moment donné, tu n'arrives pas à trouver tes 20, tes 100 000 qui vont pouvoir être un peu les garants de ça, c'est plus compliqué, quoi, tu vois. Ouais. Donc, vendre, c'est pas facile, c'est dur. Ouais. Et donc là, c'est même très dur. Et donc, comme c'est dur, là, il y a une stratégie dont parlent beaucoup de vendeurs ou bien de marketeurs. Ouais. C'est de dire, avant de coller ton produit, il faudra trouver le client. Mais moi, je l'avais collé, c'était moi. Si tu es ton seul qui a ton produit, je pense pas que. Non, mais je sais pas, non, en fait, ce qui se passe tu fais focus sur les mandats dessus. On va faire focus sur les. En fait, ce qui se passe avec Gisaline ce qui se passe quand on décide de le coder, je code les premières lignes de code, c'est moi qui les fais, donc je les fais à partir de. On est quand là? Donc je crois que c'est juin 2023. D'accord. Donc juin 2023, je suis à la ramasse, quoi. Donc je n'arrive plus à suivre ma boîte, quoi. J'ai des factures un peu partout, j'arrive plus à suivre des contrats pas signés, des relents, des devis qui ont été envoyés, j'ai oublié de relancer le client. Le client m'appelle que mais j'attends tel truc et tout, je me dis ça ne peut pas continuer parce que je suis en plus dans la tech et tout, donc voilà. Mais ça ne peut pas continuer, il faut trouver une solution et tout ça.
Je me rends compte qu'en termes de facture, je suis à presque 300-400 euros de plein d'outils que j'utilise qui se croisent, mais j'utilise même pas au final. Je me dis, bon, on va arrêter ça. Donc, je dis, j'ai une information, on va coder une solution qui va répondre à notre besoin. Donc, c'est là où je mets les premières lignes de code. On commence avec les devis, les factures. C'est tout moche, c'est dégueulasse, mais au moins, ça me permet. Non, on commence d'abord par la partie centralisation de mes clients. Parce que j'ai besoin de savoir qui sont mes clients, les catégoriser, savoir qui sont meilleurs payeurs, bons payeurs. Donc, déjà, ma base de données où j'ai tous les numéros de téléphone. Donc, ça me fait respirer déjà. Donc, je sais qu'à tel moment, j'ai tel client là qui est là et tout. Donc, j'ai son numéro de téléphone, c'est sur ma fiche, c'est centralisé. Donc, quand on m'appelle, je ne sais plus qui c'est qui. Donc, ça m'enlève un point. J'ai tout le procès de pouvoir mettre des commentaires. Quand j'ai un échange avec mon client, je sais où on en était la dernière fois. Donc, quand je le rappelle, ça ne fait pas amateur de dire que tiens, encore qui on avait parlé de quoi. Voilà, je sais que c'est clair. Donc, je commence par ça. Ouf. Après, j'enchaîne avec les devis. Devis, ensuite facture. Et là encore, ouf. Après, j'enchaîne les contrats et tout. Donc, c'est un outil qu'on utilise qu'en interne. Donc, j'envoie dans un devis à un client que j'ai sur Reims là. Il me dit, mais c'est parce on faisait un autre devis et facture avec Gisaline. Donc, il y a en signe en bas du devis de la facture, il y a gisaline.fr. Made by Gisaline, quoi. Il n'y a même pas encore j'ai pas encore créé le site. On a juste mis Gisaline. C'est un nom de code en interne, quoi. Le gars, il me voit, il me dit, mais c'est quoi ton Gisaline là? Je veux le même, quoi. Ça a l'air bien. J'ai besoin d'un outil pour faire mes devis et tout. Et je lui dis, ouais, c'est un outil qu'on a en interne. Quoi. Il dit, je peux le voir, il vient, il voit l'outil. Donc, il voit, il me dit, oh purée, j'ai besoin de ça, quoi. Tu peux me faire le même truc là? Donc, on lui a fait un Gisaline bis avec les premières versions basiques là, donc devis, facture et tout. Ensuite, j'ai un deuxième comme ça. Je lui dis, mais là, je ne vais pas recoder à chaque fois les mêmes. Donc, c'est là où j'ai dit à l'équipe, écoute, on va transformer ça en SaaS et on va rajouter dans certaines features. Donc, c'est là où on tourne l'outil en SaaS là. On permet aux gens de s'inscrire, de créer leur truc et tout. Et c'est là où ça passe en SaaS, quoi. Donc, à la base, c'est parce que c'est moi et c'est parce qu'il y a 2-3 personnes qui m'ont demandé ce truc-là. Ouais. Et ensuite, fil en aiguille, il y a quelques clients qui sont arrivés, quoi. Voilà. D'accord. Mais maintenant, passer à l'échelle, comme on dit, quoi. Donc, c'est ça qui est dur, quoi. Aller chercher de nouveaux clients, aller faire un truc, c'est la vente. Chercher des gens qui ne te connaissent pas. C'est ça. Et surtout, comme tu l'as dit, moi, c'est pas Gisaline, c'est pas ma boîte, quoi. Tu vois, c'est pas une boîte, c'est un produit qui est là. Produit, ouais. Ma vraie boîte, c'est de... mon activité aujourd'hui, moi, c'est de répondre aux besoins de mes gros clients sur l'infra, les problématiques, builder des infras sécurisées, stables, etc. C'est de pouvoir gérer les petits développeurs que j'ai avec moi pour répondre aux besoins des petits clients. Donc, c'est ça notre activité. Gisaline, c'est juste un produit à côté, voilà. Qui pourra devenir peut-être aujourd'hui, là. Aujourd'hui, on tourne entre... Si je m'inclus dedans, on tourne entre 5 et 8, quoi. Ouais. Quand je dis on tourne, parce qu'on a souvent des stagiaires alternants, et moi je les considère comme des personnes à la maison. Voilà, donc on tourne entre 5, entre 4 et 8, quoi. Voilà. Donc il y a des phases. Toi qui es dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, des fois je me pose la question, je me dis, mais pourquoi je me fais chier dans l'entrepreneuriat? Je pourrais prendre mon CDI et rester tranquille, quoi. Avec l'expérience que tu as, tu peux négocier. Bah oui, après c'est ça la motivation. Je pense que c'est tout en fait. Qu'est-ce qui te drive dans la vie? Qu'est-ce que tu veux? La question est très simple en fait. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse en fait. Il y a celui qui veut être tranquille, c'est-à-dire entre guillemets tranquille, qui croit à une entreprise, en ses valeurs, qui est bien dans cette entreprise-là, qui a de super collègues, qui a de super patrons, qui est à l'aise dans son CDI, qui a un super travail, qui a un équilibre de vie qui le convient. Bah lui, tu vas lui dire de parler entrepreneuriat, il va dire mais c'est quoi ton truc là? Je parle pas de ça. Mais celui qui a besoin de créer des choses, qui a besoin de changer le monde entre guillemets, d'essayer les choses, voilà, ou bien celui qui a besoin d'être riche, parce qu'il y a aussi ça, qui a besoin d'être riche, de gagner beaucoup d'argent. Il voit vite qu'il va vite plafonner, donc il va se dire donc moi ça dépend en fait, j'ai pas de... Moi, ça dépend. Moi, personnellement, moi, pourquoi je suis pas en CDI? Je pourrais redevenir en CDI, quoi. Moi, on va dire que c'est le chemin de la vie qui ont fait que je me retrouve freelance, quoi. Donc, moi, je suis passé freelance. Je fais du conseil, je fais aussi un peu de dev. Après le dev, tu as une personne qui dit je veux un site, après un autre qui dit je veux une appli et tout. Tu commences à faire à un moment donné, tu vois que tu peux pas, quoi. Tu peux pas tout faire tout ça. Et à un moment donné, tu n'as plus de vie, quoi. Tu te dis, bon, je vais prendre un stagiaire. Ton stagiaire, tu le prends, tu trouves qu'il est bon, il arrive à te soulager. Vous entendez bien, tu lui dis, bon, je vais te prendre en alternance. Alternance, finalement, ça se passe bien, ça marche, vous commencez un peu à grossir. Tu lui dis, bon, je te prends en CDI, on continue ensemble. Et c'est comme ça que, voilà. Bon, moi, moi, je savais que j'allais être informaticien, mais dit que j'allais être chef d'entreprise, que j'allais monter ma boîte et tout ça, non. Je n'ai pas spécialement rêvé de ça. Et c'est peut-être ça qui me bloque je dis qu'il me bloque, je sais pas, ça me bloque. C'est peut-être les limites que je peux avoir aujourd'hui, quoi, tu vois. Moi, je me dis... C'est quoi ton goal aujourd'hui avec HKTech? HKTech? Oui.
Parce qu'au final, tout ça, c'est HKTech qui fait. Ouais, c'est HKTech, ouais. C'est quoi ton... Tu vises quoi avec HKTech aujourd'hui? Moi, je suis très heureux quand j'ai toujours rêvé être derrière en train de faire des logiciels, résoudre des problèmes et tout ça. Donc, avec HKTech, moi, c'est pouvoir apporter des réponses aux entreprises, pouvoir développer des logiciels et tout. Ouais. Tu vois, je repense aux petits garçons qui voyaient Microsoft, Windows et tout. Ils disaient ça marchait comment? Ouais. Donc, aujourd'hui, je me dis, je sais comment ça marche, je suis capable de mettre ça en place, je mets ça en place pour des gens. Ouais. Et ça les permet, et moi, ça me bottait j'aime beaucoup ça, en fait. C'est ça le premier truc, en fait. Ouais. Donc, pouvoir traduire les besoins des gens en logiciel et tout, des trucs qui pensaient impossibles, en fait, tu le sors, le logiciel, tu dis, ah oui, c'est pas mal et tout. Et ça me drive aujourd'hui, donc moi, j'aime beaucoup. Après, je vais peut-être me lasser à un moment donné, comme tout, peut-être. Mais c'est ça qui me drive, quoi, en priorité. Donc... Ok, mais là, quand tu... attends, parce que là, tu disais au début, quand tu étais encore chez... Comment on dit ça? Chez Atos, Galerie. Non, Lafayette, Galerie Lafayette, justement. Ouais. Quand tu avais tes astreintes à 2h du matin, ta femme était pas très, très contente. Bah, après, personne n'aime être... à 2h du matin. En plus, moi, j'étais un... Enfin, j'aimais beaucoup dormir, quoi. Le sommeil, c'est que je faisais... Bon, je dors un peu... Bon, depuis 10 ans, je dors un peu moins. Mais avant cette phase-là, j'étais quelqu'un que le sommeil était très, très important. Donc, je dormais vraiment nuit complète. Donc, même toi, à un moment donné, t'as un peu marre, quoi, dès 4h du matin, comme ça. Parce que j'ai dit ça parce que tu t'es défini au début comme étant un père de famille. Oui. Et maintenant que tu as toutes ces activités-là, ouais. Ta vie de famille, c'est un peu... Bah justement, il faut réussir à trouver le bon équilibre derrière. Justement, le fait d'avoir eu toutes ces expériences... Ouais. Et d'avoir vu comment ça marchait, d'avoir implémenté certains trucs qui marchaient. Maintenant que je suis chez HKTech, c'est moi qui définis comment l'infra est. C'est moi qui monte l'infra, c'est moi qui dis. Bah, les trucs sont clean en fait. Donc, ce qui fait que ça va surprendre les gens quand je dis aux gens, parce que je continue à faire du conseil à temps plein pour des gros clients. Donc voilà, c'est pas pour les gros clients, je fais du temps plein pour certains clients. Et les gens me disent, mais comment tu arrives à faire ça et tout, à gérer ton truc? Moi, mon infra ne me prend pas de temps. Ça me prend maximum 2 heures par semaine. Et je le fais le week-end. Donc, l'infra qui gère tous mes clusters que j'ai, parce que j'ai automatisé, j'ai bien fait les choses et tout. Je sais, j'ai pris le temps de bien mettre un saut, quoi. Une application, tu fais un tag, ça déploie tout seul. S'il y a un problème, un rollback, tu vas sur la pipeline, tu prends le tag précédent, ça te remet comme c'était avant et tout. On démarre un nouveau projet. On a ce qu'on appelle les boiler templates avec déjà les trucs de base. Toute l'infra, en fonction du type de projet que tu veux. Si c'est un projet où il veut une prod, une pré-prod, j'ai déjà mon truc qui va le spawner. S'il veut juste une infra basique, j'ai déjà le truc qui va bien. S'il veut du multi-région, enfin, s'il veut une architecture avec du S3, du code front, enfin, j'ai déjà j'ai automatisé pas mal de choses, quoi, tu vois. Et la partie infra aujourd'hui, c'est que moi qui gère. Ouais. Donc, mais les devs que j'ai, mes gars que j'ai, ils sont plus dans la partie vraiment dev que j'ai commencé un peu à mettre de code, enfin à moins faire, quoi. Donc la santé qui gère ça, mais l'infra c'est encore moi. Et comme je suis seul, je sais exactement ce qui se passe à tel moment. Il n'y a pas une chose que, pour le moment, je ne délègue pas ça en fait. Donc ce qui fait que c'est assez simple. Enfin, ça me prend pas du temps en fait. Et du coup, les alertings que je peux avoir, voilà, c'est des SMS que je reçois et je sais ce qui se passe. Voilà, je vais résoudre, quoi. Et aussi quand c'est ton produit, quand c'est toi entre guillemets le boss, c'est différent, quoi. Tu vois. Ouais. Et toi, tu es parti du Cameroun, tu entreprends en France. Est-ce que tu entreprends aussi au Cameroun ou pas du tout? Bah, entreprendre, c'est un gros mot, c'est un bon gros mot. Enfin, j'ai essayé quand même, mais en fait, je pense que l'erreur que les gens font, que moi j'ai aussi voulu faire cette erreur-là, mais au moment je ne me suis pas décidé. Si tu veux vraiment lancer un business, que ça marche, que ça se développe, il faut être là. Il faut être là vraiment, je pense. Même en France, c'est pas un cliché des gens qui vont dire que c'est l'Afrique, c'est que non, c'est pas l'Afrique, c'est pas le Cameroun, c'est pas. Même en France, tu lances un business, t'es pas là, ça va pas se développer, quoi. Donc ils vont vous dire tous. Des fois même, je dirais, il faut même être dans la même pièce que tes salariés. Tu vas être là, ils sont de l'autre côté, ça va moins marcher que si tu es dans la même open space que les gens. Et ça, c'est normal parce que toi, tu as certaines problématiques que tu vas te poser qui vont pas forcément voir se poser. Donc maintenant, au Cameroun précisément, en Afrique, entre guillemets, je suis plus dans, je vais pas dire mécénat ou philanthropie, mais je fais des projets dans lesquels j'attends aucune rentabilité, quoi, tu vois. C'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt? L'intérêt, moi, derrière, ça me permet de créer des ressources, d'aider des gens là-bas sur place qui peuvent développer des compétences. Ça me permet aussi d'avoir des produits, entre guillemets, des produits ou des
trucs d'utilité, quoi, tu vois. Je te prends, par exemple, le média 237 que tu connais. C'est un média que j'ai développé au Cameroun. Bah, aujourd'hui, je peux me raconter, mais je pense que c'est l'un des meilleurs médias en ligne aujourd'hui au Cameroun, quoi, qui fait totalement disruptif, quoi. Un podcast toutes les semaines au Cameroun, ça n'existe pas. Ouais. Aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose qui est devenu usuel. Il y a plein de gens qui l'écoutent et moi, je suis content. Les journalistes que j'ai pris avec moi et tout, eux, le fait d'animer ce podcast-là, ils grandissent, ils s'améliorent et tout. Voilà, donc ça, c'est super valorisant de faire ça, tu vois. Donc, ouais, moi, j'ai fait plus ce genre de projet, mais je suis plus j'aide aussi les gens. Par exemple, quelqu'un a un projet, il va me dire, j'ai ce projet-là, je veux que tu m'aides. Voilà, moi, je peux aider, quoi. Moi, j'ai aidé quelques gens à lancer leur projet, quoi. Tu aides quoi, sous forme de dons ou bien en tant qu'investisseur? Non, pas en tant qu'investisseur. Tu fais des dons, effectivement. Parce que moi, c'est plus des dons, en fait. Ouais. Donc, c'est plus des dons que je fais. En tant qu'investisseur, je pense que c'est facile de dire d'envoyer quelqu'un l'argent à personne. Tu n'es pas là sur place, tu n'as pas d'accompagnement. Non, pas pour le moment en tant qu'investisseur. Je ne vais pas dire que je suis un investisseur au Cameroun, quoi. C'est plus des dons que j'ai fait, quoi. D'accord. Là, quand tu es dans l'investissement, ici, au pays, j'en ai dit, tes journées sont très longues. Ouais. Comment tu fais? Parce que ce que tu dis depuis là, moi j'avais dit, en fait ça veut dire que ta vie elle est... Bon, c'est pour ça aussi que je fais ce podcast là, parce que la question que tu me poses là, tout mon cercle me demande comment je fais. Ouais. Pour moi ça me paraît naturel. Que ce soit ma famille, mes amis, tout ça, bon. Tu produis vite, tu prends une décision très vite. Moi en fait, la première des choses en fait, il faut être au clair avec ce que au début de ta journée, il faut savoir ce que tu veux faire, quoi. Il faut être au clair avec ça, tu vois. Ouais. Moi, je vais jamais culpabiliser d'aller sur les réseaux sociaux, ou bien d'ailleurs il y a Netflix ou de faire. Parce qu'il y a des gens qui sont un peu en mode pilote automatique, où ils vont faire des choses et après se plaindre que je passe tout le temps là-dessus. Bah, c'est toi qui décides en fait. Voilà, tu n'es pas un pilote automatique. Mais surtout, ce qui va vraiment changer, en tout cas, ce que moi je pratique au quotidien, la première, c'est que j'ai des slot time en fait, qui sont assez très courts, où je suis vraiment très focus. Donc par exemple, si c'est une journée, je vais avoir des slots de 45 minutes où je vais être vraiment full, où je ne fais que ça, en mode monotage. Mon téléphone, il est loin, quoi. Je ne l'éteins pas, mais il n'est pas à côté de moi, il ne va pas vibrer et tout ça. Et je suis full pendant 45 minutes, grand max, ou 1 heure. Enfin, ça ne dépasse pas. Et après les 40 minutes, je coupe. Il faut autre chose, quoi. Donc, je peux couper pendant 15 minutes, je peux regarder mon téléphone ou je peux regarder des trucs. Et après, j'enchaîne comme ça. Donc, c'est la première des choses que moi, je fais. Et ça me permet vraiment d'être très efficace. Parce que les gens pensent, en fait, aujourd'hui, là, si tu regardes, une journée, c'est quoi? C'est 24 heures. On dort 8 heures. C'est ça. Ça fait qu'il reste 16 heures. Donc, tu as 16 heures potentiellement d'activité que tu peux faire. C'est énorme. Donc, juste le fait de te dire que tu as 16 heures dans une journée où tu peux produire des trucs, ça change tout, en fait. Donc, maintenant, comment tu structures tes petites journées-là? Donc, si on peut prendre une journée typique, par exemple, classique, je te donne une journée, par exemple, où je fais plein de trucs en même temps. Donc, tu vois, moi, par exemple, je me lève souvent autour de 6h30, 7h, quand mes filles se lèvent. L'une d'elles se lève, tu vois, 6h, 7h. Moi, je sais que tant qu'elles ne sont pas à l'école, je ne fais rien. Donc, je ne fais rien. Donc, c'est entre 6h jusqu'à 8h30, c'est que mes filles, quoi. Tu t'occupes d'elles? Que d'elles, voilà. Ou ma femme, donc je ne suis full dédié sur elle. Il n'y a pas de culpabilité, donc je sais qu'à ce moment-là, je ne fais rien. Tu m'appelles, je ne vais pas décrocher. Ça ne sert à rien. Donc, plein de gens se... Bon, tu connais mieux. Il y a quelque chose. Ouais. Tu m'appelles, je ne vais pas décrocher, en fait, donc ça ne sert à rien. Donc, tu m'as envoyé des messages. Donc, ça, je dis aux gens, envoie-moi le message, parce qu'après, je vais te répondre. Donc, quand ça, c'est fini, j'ai souvent, à peu près, parce que l'école de ma fille n'est pas très loin, donc moi, je peux aller faire du sport. En général, je peux aller faire 1 heure ou une demi-heure de sport. Ce qui fait que 9h30 ou 9h45, je suis devant mon poste. Donc, entre 9h30, là, ce qui se passe, je suis full dédié pour mon client. Le client avec qui je travaille, donc c'est d'accord. Donc, jusqu'à midi, à peu près. Midi et demi, c'est à décalage. Et moi, entre midi et demi, je ne mange pas tout le temps. Je mange une fois sur deux le midi, en fait. Donc, le midi où je ne mange pas, là, j'enchaîne une fois. Donc, à travailler sur... Par exemple, disons, je vais peut-être regarder mes mails à ce moment-là, mes mails perso. C'est des trucs sur HKTech et tout. Après, mon équipe vient, on fait une petite réunion pour savoir ce qui se passe. Après, tu as l'après-midi 14h qui revient, je réenchaîne avec mon client, donc mon client principal, jusqu'à 18h. 18h, j'ai une demi-heure où je peux faire autre chose, quoi. Donc là, ça pourrait être en fin de soirée, des trucs un peu tranquilles, quoi, où ça peut discuter avec mon équipe pour savoir les problèmes qu'ils ont, qu'est-ce qu'on peut faire et tout, discuter de nouveaux projets, voilà. Quand ça c'est fini, boum. 18h30 jusqu'à 21h à peu près,
que mes filles pour la maison et tout ça. Et après 21h, j'ai tout mon temps libre. Donc là, 21h jusqu'à minuit, je peux dire que j'écris. Donc je peux me dire m'accorder 1h30 pour écrire, donc jusqu'à 22h. Après 1h pour lire, après 1h à ma femme et tout, tu vois. Et ça tourne quoi. Et le week-end, bah, c'est assez large quoi. Tu vois. Donc moi j'ai vraiment des slots et tout et j'arrive à gérer quoi. Mais au final, c'est les journées où tu t'ennuies pas quoi. Non, je m'ennuie pas. Tu t'ennuies pas, tu. Non, ça c'est clair en fait. C'est ça que les gens disent. Les gens s'ennuient pas. Et les gens disent mais t'as beaucoup d'énergie. En fait, si tu n'as rien à faire en fait, tu vas t'endormir et tout. Enfin ton cerveau il va s'endormir ou tu vas te reposer quoi. Mais quand ton cerveau sait qu'il a des trucs à faire, je te trouve il va trouver la force, tu vois. Ouais. Donc, Et donc, tu disais que tu écris à un moment donné. je disais. Tu disais tout à l'heure là, que tu écris. Ouais, j'écris. Ça, c'est un hobby que j'ai aussi, ouais. Ouais. Et tu écris sur quoi comme thématique? Bah, en fait, avant d'avoir les enfants, j'écrivais des romans. Ouais. Donc, des romans, quoi. J'ai écrit 2 romans. Voilà. Tu mettras ça en capture de tout Bien ce sûr. que tu veux. Ouais, j'écrivais 2 romans. Bon, en fait, j'ai toujours écrit parce qu'en fait, moi, j'ai un grand-père qui était très littéraire et tout. Bon, pareil, hein, je remonte toujours à plus loin parce qu'il n'y a jamais rien, ça vient toujours. Mon grand-père était très littéraire. Donc, tout petit, moi, j'allais toujours au centre culturel français, j'ai fait des concours de littérature, des trucs comme ça. Ouais. Donc, j'ai toujours été très littéraire. Donc, en bac C, là, j'étais l'un des meilleurs en philosophie, en littérature. Enfin, et tout. Donc, j'ai toujours écrit, voilà. Bon, j'ai pas eu beaucoup. Enfin, pendant les études, j'avais pas trop le temps et tout. J'écrivais, mais j'étais jamais au bout. Donc, avant la naissance de mes enfants, moi, j'ai écrit, quoi. Ouais. Ah, d'accord. J'ai écrit 2 romans, je suis allé au bout. Parce qu'à un moment donné, je voulais aller au bout de ce truc-là. C'est un challenge. À un moment donné, pareil, j'aime pas faire les choses à moitié. Donc, c'est aussi un problème, en fait. Donc, c'est pour ça que je lance tout le temps. Quand je commence un truc, il faut que j'aille au bout, en fait. Ouais. Parce que je me dis toujours, j'ai une citation, c'est du père de Will Smith qui disait tout le temps à Will Smith que 99%, c'est comme 0%. Si je dis que tu n'as pas fait à 100%, tu n'as pas fait. Non. Et c'est une mentalité, quoi. Donc, moi, il faut que ça aille au bout, quoi. Ouais. Donc, si je commence un truc, il faut que j'aille au bout. Ça, je m'engage aussi moins dans les trucs aujourd'hui. Parce que tu n'as plus beaucoup de temps. Ouais, on peut pas tout faire dans la vie. Il faut faire des choix. Il faut faire des choix, mais ouais. Et donc, quand tu écris des livres, là, tu cherches des éditeurs qui vont te produire? Non, je m'auto-édite. Pareil, challenge, je m'auto-édite, moi. Tu te dis toi-même? Ouais. C'est pas dur, hein. Comment ça marche? Tu tapes Amazon KDP, tu vas voir comment ils vont te guider. Ah oui, d'accord. Et donc, tu es capable de donner ton texte, ils vont relire? Ouais, en fait, il y a un format, en fait, il ne relit pas, hein, c'est toi qui corrige tout. Hein. Ah oui. Après, tu peux trouver, moi, je le fais pas spécialement, tu peux faire relire à des proches, quoi. Moi, je le fais relire à des proches, ils te corrigent. Ouais. Et si tu as pas des proches qui aiment lire, tu peux trouver un freelance qui te relit, mais bon, tu vas le payer pour ça. Et ouais, moi, j'écris, voilà, et j'auto-publie. Ouais. Parce que c'est pas que je veux gagner de l'argent avec, c'est ta passion, quoi. Un truc que j'aimais bien, et maintenant c'est plus. Parce que j'ai plus trop le temps d'aller sur des gros projets comme ça, donc je fais plus des romans pour enfants maintenant et tout. Par rapport à mes enfants et tout. Ah, d'accord. Du coup, tu as sorti combien de livres aujourd'hui, toi là? Ouais, j'ai publié 2. Il y a 2 romans que j'ai publiés. D'accord. Mais j'en ai 3-4 qui sont pas encore allés au bout que je publierai un jour, quoi. Ouais. Donc, parce que j'ai pas eu le temps depuis, mais j'ai publié 2 romans en auto-édition, quoi. Voilà. Donc, c'est des romans sur la vie, c'est pas de la science-fiction et tout. Voilà, c'est des romans comme ça, et j'ai des histoires pour enfants, voilà, que j'ai commencé à faire depuis que j'ai ma première, quoi. Ouais. Donc, l'idée, c'est de faire une collection. Donc, j'en ai publié déjà, il y a 3 qui sont sortis. Et cette année, j'espère arriver à... J'ai déjà réalisé les histoires parce qu'après, il faut les illustrer. Donc, l'illustrateur, il va pas assez vite pour moi. Ouais, d'accord. Donc, j'ai déjà une dizaine, en fait. Ouais. Donc, l'idée, si j'avais l'illustrateur, j'aurais fini 10. Donc, il y a 4 qui sont publiés déjà. Ouais. Donc, c'est vraiment l'histoire pour enfants, un peu dans le contexte africain, tout ça, parce que ça me tient à cœur. Et l'idée, c'est d'avoir 10, quoi. Ouais, d'accord. En même temps, dans tes passions, il y a aussi le tennis. Ouais. On t'a vu avec Coco Golf. Coco Golf. C'est moi, je connais pas. C'est pas moi, tu vois. Ah, c'est pas Samuel Eto'o non plus. Aux Jeux Olympiques récemment, là. Ouais. Moi, j'aime le sport. Parce que moi, je sais que tu étais dans le foot. Pourquoi le tennis après? Pourquoi je suis. En fait, ce que j'ai compris, j'ai toujours été fan de tennis. D'accord. Toujours. Donc, depuis. Parce que nous, on sait que le tennis, c'est le sport des riches.
Ah bah ça c'est un cliché, c'est un truc cliché. c'est un cliché. Bon après quand j'étais au Cameroun, oui, tu peux dire c'est au Cameroun parce que c'est plus dur, mais en France c'est Parce que quand tu vois quelqu'un toujours Non, habillé non. en blanc, machin, tout ça. En France, au Cameroun, tu peux dire ça, mais en France non. Non. En fait, si tu veux, au Cameroun, je jouais beaucoup du foot, mais Ouais. j'aurais aimé jouer aussi au tennis Ouais. parce que je regardais beaucoup à la télé. J'ai ma soeur, mais ma soeur la dernière, enfin celle qui est avant moi, Ouais. elle était une grosse fan de tennis, donc c'est grâce à elle que j'ai commencé à regarder le tennis. D'accord. Et je suis tombé foot ce sport. Et ce qui est bien avec le tennis, et j'ai jamais pu vraiment pratiquer. J'ai pratiqué un peu au Cameroun, mais tu sais, c'est dur. Comme tu l'as dit, au Cameroun, c'est sport de riche, c'est cher et tout. Tu sais pas moi. Donc j'ai gardé Après, je sais pas si c'est cher. Je Non, pense c'est que quand même- parce que c'est quand quand même- on voit les gens toujours en blanc, là, on a Non, toujours non, la j'ai classe, dit, hein. en fait, au Cameroun, ça peut être coûteux quand même. Parce Ouais. que ça se joue pas partout. Tu n'as pas les terrains partout à Fostel et C'est tout ça. ça. Donc, quand je suis arrivé en France, voir des terrains de tennis un peu partout et tout, voir des balles à borda, des raquettes, bah, je me suis lâché la fonte, quoi. Ouais. Donc, oui, je suis un gros fan de tennis. Même, peut-être pas plus que aujourd'hui, plus que le foot, c'est clair. Je voyage pour aller voir des matchs de tennis, mais je ferai jamais ça pour un match de foot. Ouais. À jamais de la vie. Ah non, peut-être j'ai été trop dans le foot et en plus, c'est pas les mêmes. Et quand tu pratiques le tennis, c'est comme l'entrepreneuriat, quoi. C'est un gros challenge. Ouais. Si tu es tout seul et tout, il faut de la force mentale, de la force physique. Il faut pouvoir analyser ton adversaire, jouer ses coups forts, ses coups faibles. C'est tout, les gens n'imaginent pas, mais le tennis, c'est d'abord le mental. C'est d'abord le mental. Tu vas voir deux joueurs. Par exemple, les pros, là, je te donne une stat. Il y a des matchs que Djokovic, il a marqué moins de points, mais il a gagné plus de matchs. Enfin, il a marqué moins de points que le joueur, mais il a réussi à gagner le match. Tu vois. Ouais. Ça arrive souvent comme ça au tennis. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des moments clés. Il y a des points qui sont super clés. Voilà, c'est un moment, tu arrives à te focus et tout. Voilà. Et tu vas voir deux joueurs qui sont très talentueux, mais un qui a le mental, l'autre qui n'a pas. Celui qui a le mental qui va exploser, quoi. Donc moi, j'aime ça, quoi, se surpasser et tout. Et oui, je suis un gros fan de tennis. Ouais. Moi, j'ai même un blog sur le tennis, mais je ne le publie pas. J'ai un site de blog sur le tennis. J'ai jamais publié les que pour moi. Ouais. Il est en ligne. Ceux qui cherchent pourront trouver, mais... Mais non. Normalement, je voyageais, donc j'écrivais des blogs dessus et tout. Sur le tennis? Ouais, mais j'ai jamais partagé. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas assez complet, quoi. Il fallait pouvoir suivre dans la durée, tu vois. Ouais, d'accord. Mais je le ferai ça un jour, je pense. Quand Après, c'est toujours dans le monde de la publication de contenu de réussir à publier constamment des données. Et ça, il faut faire ça tout le temps. Mais en fait, moi, je ne veux pas entrer dans ce piège-là, en fait. Ouais. J'ai jamais voulu entrer dans ce piège-là, oui. Le matin à 9h, il faut que tu écrives un truc là. Ah oui, non, moi, je ne... Parce que, après, c'est comme tout, les motivations. Eux, ils le font pour de l'argent. Quand tu vois comment faire ça, c'est qu'il a des contraintes financières, donc ça se justifie. Donc moi, j'ai jamais voulu que ce truc de blogging, même le podcast, tout ça, que ça devienne une activité qui, à un moment donné, je vais pas dire ma survie, mais dont mes finances dépendent, quoi, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça que, du coup, c'est tranquille pour moi, quoi. J'ai pas de stress par rapport à tout ça. Tu vois. Bon, ben, on glisse tout doucement vers la fin de notre échange là. Bah écoute, voilà, hein, c'était long et riche. Hein. Je savais pas que j'allais parler autant. C'est déjà pas mal, c'est ce qu'on s'est dit là. Est-ce qu'il y a des sujets que j'aurais dû aborder avec toi, que j'ai pas abordé, que tu aimerais qu'on aborde encore? Je sais pas, moi. C'est pas toi? Non, mais parce que moi, comment ça, ta façon que tu as présenté depuis le début là, moi, franchement, c'est différent. C'est différent de dire je suis le père, je suis le chef d'entreprise, informaticien. C'est beaucoup de casquettes. Ouais. Et ça demande beaucoup de travail, j'imagine. Oui, c'est beaucoup de travail. Enfin, après, oui, je travaille, mais après, j'ai beaucoup de loisirs aussi en même temps. Tu peux le voir, moi, je voyage, je fais plein de trucs. Je passe beaucoup de temps avec mes filles et tout. Donc, je pense que il faut pas être en mode pilote automatique, quoi. Même quand tu es au boulot et tout, il faut se dire pourquoi tu fais ça, voilà, quelles sont tes motivations, savoir tes motivations, ce qui est important et tout ça. Quels sont tes loisirs, ce qui te fait plaisir, tout ça. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode pilote automatique, en fait. Même quand tout ce qu'ils font, c'est en mode pilote. C'est parce qu'il faut que je fasse, mais pourquoi tu fais même quand dans le travail, quoi, tu vois. Donc, moi, j'essaie de ne pas être en mode pilote automatique, quoi. Ouais. De toujours être dans l'instant présent et l'instant tout en conscience, quoi, de ce que je fais, tu vois. D'accord. Donc, pour toi, c'est quoi les qualités d'un bon entrepreneur? Je sais pas. En fait, après, je peux te donner les qualités. Je vais te dire, à mon sens, hein. Ouais. Mais je sais pas si je suis légitime pour dire ça parce qu'entre guillemets, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est quand même relativement récent. Ouais. Donc, ça fait à peu près 5 ans, ouais. Après, je ne considère pas que quand tu es freelance, je vais même dire ça fait 3 ans parce que je ne considère pas que quand je suis freelance, je fais de l'entrepreneuriat vraiment, puisque
un tel t'appelle que vient en mission, tu restes chez lui autant que tu veux et tu as ton salaire. Donc, je suis pas vraiment dans l'entrepreneuriat. Mais oui, dans ce que je fais maintenant avec les salariés, développer des salles et tout ça, je sais pas si je suis légitime, mais moi, à mon sens, quand même, je pense qu'il faut beaucoup de résilience. Ouais. Il faut de la résilience parce que c'est pas facile, quoi. Ouais. C'est vraiment pas facile. Il faut être méthodique, il faut être organisé, super organisé. Je dirais ça. Et voilà, il faut savoir vendre, quoi. Pour faire entrer de l'argent, parce que t'as beau avoir tout ça, si tu ne sais pas faire entrer de l'argent, c'est compliqué, quoi. Tu vois. Donc c'est ça la finalité, en fait. Quand tu passes dans l'entrepreneuriat, je dis, hein, donc il faut pouvoir que ta boîte, à un moment donné, que tu ne dépenses pas plus que ce que tu gagnes. C'est que tu meurs, quoi, tu vois. Après, il y a des gens qui optent pour un autre circuit, de se dire qu'ils vont lever des fonds, donc faire l'inverse, avoir beaucoup de fonds et maintenant développer leur truc. Bon, on sait que ce modèle ne marche pas, hein, parce que 90%, 99%, enfin entre 80 et 90% se cassent les dents au bout de 4 ans. Tu vois. Mais au moins, ils ne se sont pas cassés eux, en fait. Tu vois. Donc, c'est une autre façon de faire l'entrepreneuriat où tu te protèges un peu. Voilà, mais si tu veux partir, comme on dit, bootstrapper et tout, ouais. Comme j'essaie de le faire là, je ne sais pas si ça va marcher, on verra. Il faut beaucoup de résilience, c'est pas simple, quoi. Ouais, et il faut développer d'autres compétences, quoi. Moi, je suis plus ce profil tech, je suis encore tech. Je sais pas si je pense même pas que je laisserai la tech un jour, parce que même pour moi, je continue à faire. Donc, il faut pouvoir switcher ça et passer en mode chef d'entreprise, en mode dirigeant. Il faut aller dans les salons, il faut aller un peu se faire violence, quoi. Donc, pouvoir aller discuter avec des gens, voilà. Donc, et développer d'autres compétences transverses. Bon, après, quand tu as fait les études, comme j'ai pu le faire au Bac plus 5, bon, c'est relativement. Je ne vais pas dire que c'est facile, il faut avoir la volonté de le faire, quoi, tu vois. Tu as les prérequis pour le faire, quoi. Ouais. Mais c'est pas simple. Et il faut se dire qu'en gros, il n'y a aucune garantie, quoi. Que ça va marcher, tu peux crimer pendant 5-6 ans et ça ne marchera pas. Tu vois. Tu finis avec 0. Tu repars comme tu es venu. En fait, tu repars comme tu es venu. Donc, il faut pouvoir accepter ça. Mais moi aussi, honnêtement, bon, tu me dis le conseil aussi. Moi, je dirais, si tu veux, par exemple, si on prend dans le cadre de l'entrepreneuriat, c'est aussi bien quand même, comment dire, d'avoir. Comment dire, je t'ai dit, il y a des gens qui lèvent, qui vont qui ont fait une levée de fonds, donc ils vont utiliser ça, c'est facile. Mais moi aussi aujourd'hui, j'ai quand même un petit matelas. Je vais pas dire que c'est un matelas, c'est que moi j'ai investi tôt dans l'immobilier, tu vois. Ouais. J'ai investi tôt aussi dans certains trucs. Ouais. Dans l'immobilier, j'ai investi il y a plus de 10 ans dans certains appartements et tout ça. Ce qui fait que derrière, ça m'enlève aussi un poids, tu vois. Mentalement, physiquement, je sais que même si ma boîte fail, j'aurai toujours ces trucs-là. Et surtout, j'ai une vraie compétence, quoi, tech et tout, qui fait qu'à un moment donné, je peux la revendre et tout, facile, quoi, tu vois. Donc, tu peux toujours revenir. Donc, j'ai quand même, voilà, je pourrais toujours revenir, c'est pas l'objectif. Ouais. Mais je me dis que j'ai toujours quand même ça. Et voilà, et j'ai quand même l'immobilier qui est là. Parce qu'après, il faut pas te mentir, tu vas pas te verser de salaire si tu veux développer ta boîte, quoi. Donc, c'est un risque que tu prends de ne pas cotiser pendant quelques années. Moi, ça fait 3 ans, j'ai pas cotisé et tout. Bon. Si tu veux cette assurance-là, c'est plus compliqué, quoi. Donc, faut pas se dire ça, tu vois. Bon, donc, merci beaucoup. Bah ouais, pour l'heure qu'on a passé ensemble. Bah ouais, c'est pas mal. Yeah. En tout cas, au plaisir. Hein, Au plaisir. On va préparer tout ça, on va mettre ça à disposition de tout le monde. Ouais, j'espère que ça va. Et comme je dis toujours, il faut aller sur Gisaline, en fait, parce que ça donne la force aux créateurs, quoi, tout simplement. D'accord. Ou HKTech s'ils veulent des logiciels. Ou HKTech s'ils veulent des logiciels, bien sûr. Même au Cameroun, il n'y a pas de problème. Okay. Bon, merci encore. Bah ouais, au plaisir. Au plaisir.